Bonsoir et bienvenue pour cette 101e soirée des Rendez-vous du Futur, une soirée qui va être très particulière ce soir. Pardon pour ce petit laps de temps, ce petit retard, mais nous sommes là et nous sommes partis donc pour cette 101e soirée. Comme d'habitude, installez-vous confortablement chez vous, dans le bus ou peut-être dans les bouchons, mais faites attention quand même. Appropriez-vous l'émission, appropriez-vous les échanges que nous aurons ce soir, sur Twitter bien sûr, avec le hashtag RDVF. Vous nous suivez sur différents sites internet, vous nous suivez peut-être sur Facebook, bref. C'est votre émission, comme d'habitude, et nous la faisons avec vous, et tous ensemble. Alors ce soir, s'il devait y avoir une sorte de baseline, une sorte d'expression qui résumerait un petit peu le pourquoi de cette émission, autour de l'alimentation citoyenne, est-ce que c'est un acte citoyen? J'aurais envie de dire, manger rien de plus vital, rien d'aussi intime. C'est le début d'une aventure, c'est le début d'un livre, du livre de notre invité, d'un des livres de notre invité, L'Omnivore, publié en 90, qui est devenu un classique, un vrai classique. C'est quelque part le roman de notre rapport à l'alimentation, à l'acte intime, à l'acte vital de l'alimentation. Parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que l'alimentation, enfin on peut se poser la question en tout cas, est-ce que c'est pas le combat philosophique, le combat politique de notre époque, de notre siècle? Et si bien se nourrir, c'était pas seulement une question de pouvoir d'achat, mais c'est aussi une question de connaissance, de comportement, de savoir-être, de partage. Bref, et si l'homme se réappropriait son alimentation, oui d'accord, mais ça passe comment? Quel est notre rapport avec l'alimentation, avec le repas? Comment mange-t-on? Pourquoi mange-t-on? Avec qui mange-t-on? Bref, on va essayer d'aborder tout ça. Je dis bien aborder parce qu'on s'aperçoit, plus on creuse ce thème et plus on s'aperçoit de la vastitude, pour reprendre une expression de Niels, ça me permet donc de vous rappeler que c'est la 101e fois que Niels est ici sur ce plateau. Niels Yadosmanov, président du Cube, camarade de tous les challenges les plus épiques. Et donc c'est une soirée spéciale à laquelle nous vous convions ce soir. Nous recevons Claude Fischler. Bonjour Claude Fischler. Bonjour. Claude Fischler, vous êtes sociologue, vous êtes auteur de livres marquants, donc je parlais de l'omnivore, mais on pourrait aussi parler de manger, on pourrait aussi parler des alimentations particulières, de points mangerons-nous encore ensemble demain. Vous êtes directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, vous êtes directeur du Centre Edgar Morin, cofondateur de l'Institut... Plus. Bon, du coup, ancien directeur du Centre Edgar Morin, mais c'est pas mal de mettre les fiches à jour en direct. Cofondateur de l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain. Ça, quand on est cofondateur, on le reste à vie, donc ça j'ai bon. Et entre autres activités, membre du comité de rédaction de la revue scientifique Communication. Alors ce soir, on va avoir donc c'est une soirée singulière. Hein, je dis ça pour ceux qui sont habitués à nous retrouver. C'est une soirée avec un rendez-vous du futur qui sera un petit peu entrecoupé par trois firsts. Trois firsts qui seront donc évidemment animés par le talentueux tandem Charlie et Rémi. Des firsts avec des acteurs du changement pour lesquels manger n'est vraiment pas un acte neutre. On va parler avec Nathalie Bachet qui nous parlera de femmes, d'hommes, de liens sociaux, de rencontres avec l'altérité autour de l'acte du repas, de l'acte de manger. Clément Montfort présentera son film documentaire La guerre des graines. Et Bastien Rabastens, cofondateur de Jiminis, vous expliquera comment lui est venue l'idée de commercialiser des insectes pour l'apéro. Voilà. Et puis après, on reviendra avec Claude Fischler pour poursuivre cet échange. Cet échange qui va ouvrir pas mal de fenêtres, qui va éviter d'enfermer, mais qui va nous amener sur des terrains liés vraiment autour de ce mot-clé ce soir, alimentation, un acte citoyen, manger un acte citoyen. Claude Fischler, moi j'ai l'habitude de démarrer, d'essayer de faire connaissance avec deux, trois petites questions courtes, des réponses courtes, des questions qui nous emmèneront pas forcément très loin, et encore que. La question enfant de 8 ans, qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 8 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie? Je regarde pour toi qu'est-ce que les gens mangent et pourquoi ils mangent ce qu'ils mangent. Et donc il me dit, mais vous en vivez, c'est ça votre boulot. Mal. La question rencontre, quelle rencontre Par contre, je fais des bonnes bouffes. Ah ben voilà, et donc vous nourrissez, vous enrichissez ouais. avec ça. Question rencontre, quelles rencontres ont été les plus décisives qui vous ont permis de faire des virages, des parcours? On a Edgar Morin, qui m'a sorti du journalisme pour me faire rentrer dans
la sociologie clinique, comme il disait à l'époque. Après, je sais pas, il y a des tas de gens. Joël Robuchon, quand même un personnage absolument extraordinaire. Et il y en a beaucoup d'autres dans les cuisiniers, ceci dit, je passe pas mon temps dans les 3 étoiles, hein, croyez pas ça, faut pas exagérer quand même. Beaucoup de gens dans ma partie, un collègue américain qui s'appelle Paul Rosin en français, qui est un psychologue social à l'université de Pennsylvanie, avec qui on travaille depuis pratiquement, je sais pas, 30 ans ou quelque chose comme ça, et qui est un homme très très important dans le champ, parce qu'il a vraiment trouvé des choses remarquables. Et puis bon, il y en a beaucoup. Un autre psychologue qui s'appelle Daniel Kahneman, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler sur des questions de ce qu'on appelle maintenant l'économie du bonheur, en français, c'est-à-dire en anglais well-being et happiness. Mais ce qui m'intéresse toujours, c'est les comparaisons transculturelles. Et donc ce qui était aussi bien pour les habitudes alimentaires, pour les représentations, que pour ces affaires de bien-être et de qualité de vie perçue. C'est absolument fascinant de regarder à quel point des pays de niveau de développement économique à peu près équivalent ou comparable, des économies de marché, peuvent avoir des différences absolument radicales dans la façon de voir le monde et les choses. Une toute dernière question pour essayer de terminer, de faire rapidement connaissance. Comment on en vient à s'intéresser à ce point-là à la commensalité, donc la convivialité autour d'une table, et surtout autour de la nourriture? Alors, la commensalité, c'est le fait littéralement de partager la table, en tout cas de partager un repas, mensa à la table, même s'il n'y a pas de table. Dans beaucoup de cultures, il n'y a pas de table, on partage le repas. Mais la commensalité, c'est pas forcément la convivialité. J'ai un mauvais point parce que je croyais avoir éteint mon téléphone. On est en direct, c'est donc une grenouille qui... Non, c'est un canard. Qui intervient. C'est un canard. Ah ben, j'ai l'oreille. Ouais, vous avez perdu le contact avec la nature. Avec les canards. Ouais. Et les grenouilles, tout du moins. Voilà. Parce que là, il n'est même pas sur le mode avion, il est carrément éteint. Est-ce qu'on pourrait me jouer des tours si je veux regarder Twitter, mais enfin. Oui, mais on va le regarder pour vous. Oui, alors, cette interruption intempestive, on en était où? À la convivialité, qu'est-ce qui... Oui, alors la qu'est-ce qui vous convivialité et la à commensalité, c'est pas la même chose. C'est très important de le dire. C'est que la commensalité, ça peut être quelquefois pas convivial du tout. Parce qu'il y a des tas de circonstances où c'est très raide, très hiérarchique. La commensalité, c'est une façon de traduire l'organisation du groupe ou de la famille, quand c'est une famille, ou donc la culture, et la place dans le pecking order, comme on dit en anglais, l'ordre hiérarchique entre les membres. Alors, vous savez d'ailleurs le mot prince. Le mot prince a pour étymologie en latin quelque chose qui veut dire le premier servi, primus capere ou quelque chose comme ça. Et donc, au cours d'un banquet qui suit un sacrifice religieux, qui est une institution essentielle en Grèce et à Rome, il y a un ordre de service et tous les convives ne sont pas égaux. Oui. Alors évidemment, nous, la convivialité, on y tient beaucoup, on n'arrête pas de parler de la convivialité. On rêve d'une société conviviale, on rêve d'interfaces d'ordinateurs conviviales. Tout doit être convivial dans la société française contemporaine ou dans la culture française contemporaine. Nous rêvons, c'est notre utopie, nous voulons une société conviviale, c'est-à-dire en gros des gens qui se respectent, qui sont égaux et qui sont contents d'être ensemble. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Niels. Alors Claude Fischer, merci beaucoup d'être ici et merci d'autant plus que je sais que vous arrivez tout juste des États-Unis. Vous êtes complètement jet-lagué, donc un petit peu. Voilà, merci infiniment. Si je m'endors, réveillez-moi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Et alors moi, j'ai découvert, grâce à vous, que je suis un monsieur Jourdain de l'alimentation. En fait, c'est tout un univers extrêmement riche que je croyais connaître, en tout cas que je pratique et que je croyais connaître, mais finalement que je méconnaissais totalement. Vous dites que manger relève d'un acte tout à la fois culturel, social, politique, sanitaire, psychologique, politique, artistique et trois petits points.
dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es, me Ça, c'est Brillat-Savarin. Brillat-Savarin. Ma question, c'est est-ce que la nourriture nous définit-elle à ce point? Vous savez, la première fois que je suis allé en Allemagne pour parler de ces questions de nourriture, ils m'ont dit, ah oui, on a un grand philosophe qui s'appelle Feuerbach qui a dit Man isst, was man isst, ce qui veut dire on est ce qu'on mange. Ça sonne bien en allemand. Et puis j'arrive aux États-Unis, on me dit, ah, je ne sais plus qui a dit You are what you eat. Il y a toujours un grand philosophe ou un grand auteur qui a eu ce mot d'auteur, on est ce qu'on mange. En réalité, on l'entend partout. Et si on l'entend partout, c'est parce que c'est une représentation absolument fondamentale qu'on a. On a pu le démontrer expérimentalement. Le chercheur dont je vous parlais tout à l'heure, Paul Rosine, l'a montré expérimentalement. Nous avons cette façon de voir les choses, ce que nous mangeons, nous le transformons de l'intérieur et il nous transforme de l'intérieur. Nous sommes ce que nous mangeons, même biologiquement. Littéralement. Il n'y a pas que l'énergie, il n'y a pas que les calories, il y a la substance même. Les protéines deviennent notre matière première elle-même. Donc littéralement, nous sommes ce que nous mangeons. Et donc si nous sommes ce que nous mangeons, ça c'est une idée qui me paraît très très importante, ça veut dire que nous voulons savoir ce que nous mangeons. Et depuis que j'interviewe des gens dans différentes cultures sur l'alimentation et l'alimentation contemporaine, j'entends constamment dans des langues différentes ou sous des formes différentes l'idée selon laquelle on ne sait pas ce qu'on mange. Et donc si nous sommes ce que nous mangeons et si nous ne savons pas ce que nous mangeons, nous avons des problèmes avec savoir qui nous sommes, ce que nous sommes, qu'est-ce que notre corps va faire de tout ça, bon. Et ça, c'est l'angoisse fondamentale du mangeur contemporain, finalement, ou l'une des angoisses, mais c'est peut-être la première. Alors, on va cheminer un petit peu ensemble dans cette thématique extrêmement riche et on va y entrer par des portes différentes. C'est un peu de votre faute parce que finalement, vous avez une approche systémique et du coup, c'est compliqué de trouver le bon chemin à l'intérieur de quelque chose de systémique. Vous dites que pendant des siècles, on a vécu dans l'angoisse de trouver notre subsistance. Le chasseur-cueilleur devait trouver son gibier, l'agriculteur devait gérer les saisonnalités et leur incertitude. Aujourd'hui, l'anxiété a disparu parce que la preuve, c'est qu'on arrive même à manger des fraises en hiver. Il y a une abondance. Et vous dites que du coup, on est passé d'un enjeu vital à un enjeu plus intime. Qu'est-ce que ça a changé D'abord, il y a toujours une angoisse, mais cette angoisse de manquer, ça n'est plus l'angoisse directement de manquer de nourriture, c'est l'angoisse de manquer d'argent pour accéder à la nourriture. C'est pas du tout de la même nature. Ce qui fait réfléchir, c'est peut-être quand on voit, comme ça m'est arrivé dans une réunion, on voit un film sur la pauvreté en Amérique où on s'aperçoit tout d'un coup avec un choc que tous les pauvres qu'on vous montre sont obèses. Et ça, c'est quelque chose de profondément frappant et choquant. Et un de mes collègues de Seattle, de l'Université de Washington, qui travaille avec les systèmes d'information géographique sur la distribution de l'obésité et avec quelles variables c'est en relation à travers les États-Unis, a superposé la distribution géographique de l'obésité avec la distribution géographique du vote Trump. Et ça se recouvre presque parfaitement. En fait, on peut dire, je crois qu'il y a 800 millions de personnes qui souffrent aujourd'hui de malnutrition et il y a 1,4 milliard d'obèses. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même problématique? Moi, je voudrais on est de plus en plus nombreux à penser qu'il faut penser tout ça de façon systémique, en effet, et que l'un est en somme le pendant de l'autre, c'est-à-dire qu'il faudrait parler non pas de malnutrition dans un cas, d'obésité dans l'autre, mais d'une sorte de dysnutrition générale. Donc qui nous oblige à repenser, mais cette fois-ci au niveau global, la manière dont nous pensions l'alimentation il y a déjà assez longtemps, c'est-à-dire localement, est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde et comment on va la distribuer? Et par rapport justement ça, c'est quelque chose qu'on ne sait plus faire. Oui, oui, tout à fait. Et par rapport justement à la malbouffe, quoi, on a dit on est ce qu'on mange, et Hippocrate disait que ton aliment soit ton médicament. Alors certes, tout ça c'est merveilleux, mais pour y parvenir, il faudrait commencer par peut-être former et informer les gens. Quand on regarde aujourd'hui les étiquettes qu'il y a sur les produits de consommation, souvent c'est totalement illisible pour le commun des mortels. Comment on peut y arriver ? Oui, c'est pour ça que je me suis intéressé à la commensalité, finalement.
Et ce que vous décrivez là, c'est quelque chose qui procède d'un phénomène qui est global, historique, de très très longue période, et qui est quoi? Qui est l'individualisation. C'est-à-dire que l'individualisation en toute chose, si j'ose dire, c'est un phénomène, je crois que Durkheim en parle déjà, il dit que ça n'a ni début ni fin, c'est un processus continu dans l'histoire de l'humanité. L'alimentation, dans les cultures du monde, c'est tout ce que vous voulez sauf individuel. C'est nous qui avons de plus en plus individualisé l'alimentation. C'est pour ça que la commensalité, c'est la façon de manger par défaut. Pourquoi? Dès que vous avez une organisation, un groupe humain, il doit coopérer. Donc dans le procès d'hominisation, il y a la chasse, on coopère pour la chasse. Et une fois que vous avez eu le gibier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le distribuer. Donc il faut une règle sociale pour distribuer le gibier. Donc au fondement de chaque groupe humain, il y a la quête et le partage, la distribution juste, on préfère, en fonction des règles qu'on se donne, de la nourriture, des ressources en général, la nourriture en particulier. Donc on peut dire que c'est au fondement même de l'organisation sociale. Et voilà, donc c'est nécessairement collectif. Et voilà qu'on arrive aujourd'hui dans une situation où chacun devient responsable de ses choix, jusqu'à la dernière molécule. Vous allez aller flash votre flash code là, pour savoir quelle est la composition du produit que vous allez acheter. Et ce qui est implicitement, ce qui est implicite dans ce comportement, c'est que avec cette information sur chaque molécule qu'il y a, ou chaque produit qu'il y a dans ce que vous achetez, etc., vous allez pouvoir vous construire une alimentation quotidienne conforme à quoi? Conforme à des apports nutritionnels recommandés par des instances gouvernementales et d'experts auxquels j'ai pu participer d'ailleurs. Mais c'est une situation qui n'a jamais existé dans l'humanité. Vous ne choisissiez pas vos aliments d'abord. L'idée même du choix est une idée neuve. Et peut-être même chargé d'idéologie quand on y réfléchit, n'est-ce pas? Le choix, c'est la responsabilité individuelle, c'est la liberté, c'est ce que j'entends quand j'interviewe des Américains à longueur de... C'est l'ultralibéralisme finalement dans la consommation. Moi, oui, mais on peut en monter plus loin, on peut en monter en effet à Bentham, au libéralisme, mais en même temps, c'est... la mentalité puritaine, c'est-à-dire en fait, il y a dans le protestantisme, il y a cette notion de responsabilité individuelle directe, de dialogue direct avec Dieu, et de responsabilité, de liberté individuelle. Donc ça remonte très profondément dans l'histoire de l'Occident. Si vous prenez le catholicisme à côté, mon ami Pascal Horry, avec qui nous parlons souvent de ces choses-là, est complètement d'accord avec cette idée. D'ailleurs, il a dit des choses très amusantes et très justes. Il dit finalement, il y a deux types de guides gastronomiques. Il y a les guides protestants et les guides catholiques. Le Michelin, c'est rouge, c'est catholique. Le cardinalisme, et c'est une instance mystérieuse, une sorte de concile, de conclave, etc., qui préside à l'évaluation des restaurants. Tandis que ça n'existe plus, mais maintenant il y a TripAdvisor, avant il y avait le Zagat. Ça, c'est protestant, c'est l'évaluation démocratique par les consommateurs et l'implicite que chacun doit faire un choix responsable, etc. Donc vous voyez qu'il y a des implications inattendues. Alors beaucoup disent qu'il faut passer d'une vision égocentrique, je mange bio parce que c'est bon pour moi, à une vision plus altruiste, c'est bon, je mange bio par exemple parce que c'est bon pour la planète. On passe ainsi d'une économie du bien à une économie du lien. Et je vais citer l'écrivain Martin Page qui dit « La cuisine est l'instrument d'une imagination politique à même de changer le monde et de nous sauver de nous-mêmes ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Ben là, je vous dis, par rapport à ce phénomène d'individualisation, on a sauté une étape, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, on prend comme allant de soi le fait qu'il appartient à tous et à chacun de prendre des décisions le concernant et concernant ses proches sur l'alimentation, alors que la situation par défaut dans l'histoire de l'humanité, c'est je m'assois et je mange ce qu'on me donne. Oui. Vous voyez, donc le bouquin qu'on a publié à la suite d'un colloque sur les alimentations particulières, c'était ça l'interrogation fondamentale. Mangerons-nous encore ensemble demain? Si nous sommes tous à la fois libres et responsables individuellement de nos choix, on va dire que c'est citoyen, parce que justement, on veut resocialiser le phénomène, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est complètement individualisé, désocialisé, défamiliarisé, que maintenant, je veux dire, ce qui m'avait donné l'idée de faire le colloque, c'était un dessin du New Yorker qui représentait, vous savez, aujourd'hui c'est Thanksgiving aux États-Unis.
on est jeudi, c'est ça? Oui, c'est jeudi aujourd'hui. 23, ouais. Et hier, on parlait encore de ça quand je m'apprêtais à partir avec des collègues. Il y avait ce dessin du New Yorker qui s'appelait Le dernier Thanksgiving. Et il y avait une table, il n'y avait pas de dinde au milieu, et les convives, les commensaux, avaient tous une bulle autour de la tête. L'un disait végan, strictement cachère, végétarien, gluten intolérant, etc., etc. Donc on ne peut pas se mettre d'accord sur ce qu'on va manger, on ne peut pas mettre sur la table la dinde commune, ça devient un problème. Et vous savez que dans la restauration et dans les métiers de traiteur, ça devient vraiment quelque chose de très compliqué à satisfaire. Alors justement, on va aller un pas plus loin dans ce registre-là. Depuis les temps immémoriaux, l'Homo sapiens mange un petit peu de la même manière, vous l'avez dit, mais sauf que aujourd'hui, c'est l'Homo Deus qui arrive, pour reprendre la formule de Harari. Et avec les biotechnologies, cet Homo Deus va transformer son corps, l'augmenter. Comment vous voyez cette évolution qui va personnaliser de plus en plus avec la fameuse big data, etc., la médecine prédictive? Il va certainement y avoir de plus en plus un lien entre médecine, santé, alimentation. Comment vous voyez l'évolution de justement cette individualisation de l'alimentation? Justement, j'observe ça avec intérêt et perplexité, mais j'espère avec sagacité. Mais enfin, et je vois des choses contradictoires qui se développent simultanément, si vous voulez. C'est-à-dire, ce qui est très frappant, c'est l'histoire, par exemple, de Soylent. Soylent, vous connaissez, non? Alors voilà, en 1971, il y a un film qui est une dystopie de Richard Fleischer, je crois, qui se passe à New York au XXIe siècle, mais après nous. Et surpopulation, violence, les gens survivent difficilement à l'aide d'un produit qui est une tablette verte qu'on distribue pour nourrir les gens et qui s'appelle Soylent. Et le film s'appelle en anglais Soylent Green. En français, Soleil vert. Et à la fin du film, on apprend que les fameuses tablettes sont en fait la chair des morts qui est recyclée. Donc c'est un spoiler, mais vous voyez, il faut quand même voir le film. Oui, il faut voir le film. Et il faut être quand même très très gonflé quand on est un ingénieur qui travaille à une start-up en train de battre de l'aile dans la Silicon Valley pour sortir un produit et l'appeler Soylent. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que ce produit? Donc c'est un type qui s'appelle Rob Reinhardt, qui est ingénieur, il travaille 24 heures sur 24, il est dans une start-up qui se casse la gueule. Et donc ils vont attraper des junk food aux grandes surfaces du coin aux supérettes du coin pour se nourrir, et ils s'angoissent profondément parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont nuire à leur santé, n'est-ce pas? Donc tout va mal. Alors il s'arrête, il dit je vais examiner ce problème avec un point de vue d'ingénieur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se renseigne, il lit, il regarde tout ce qu'il faut pour survivre en bonne santé, et il se procure les ingrédients sur Internet, il mixte tout ça sous forme d'une poudre qu'il dilue dans de l'eau, il appelle ça Soylent, et il dit, avec ça, on peut se nourrir pour $50 par mois, au lieu de 400, et gagner du temps, et travailler tout le temps si on veut, s'amuser tout le temps si on veut, on va plus perdre de temps à s'enquiquiner avec la nourriture. Donc c'est le rêve de la pilule alimentaire. C'est Ray Kurzweil qui dirige l'Institut de l'insingularité, qui bouffe je sais pas combien de pilules tous les jours, qui est complètement là-dedans, quoi. C'est le rêve du transhumain, l'immortalité. Alors, en tout cas, la maîtrise accrue de tout, quoi, du temps, du travail, de l'économie, bon. Mais excusez-moi, mais si on vous donnait la possibilité d'être immortel par une alimentation dirigée, si je puis dire, par la big data, et totalement personnalisée, est-ce que vous feriez le pacte avec... Pour l'instant, il n'est pas question d'immortalité encore, mais il est question d'une sorte d'omnipotence sur le quotidien. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu l'homme augmenté. Mais ce que je trouve très intéressant, si vous voulez, c'est l'évolution des choses chez les initiateurs eux-mêmes et chez les consommateurs. Le Soylent est en open source.
Et donc, ça commence à discuter partout sur le web sur les formules. Alors, il y a des gens qui en rajoutent, il y a des imitateurs. Soylent n'est pas distribué en Europe, alors il y a des Néerlandais, un Français au moins, des Allemands, etc., qui proposent des produits équivalents que je me suis procuré pour essayer. Parce que je donne mon corps à la science. Je suis prêt à tous les sacrifices. Vous voyez, c'est pas seulement les 3 étoiles. C'est pas des êtres humains dans les pilules. C'était pas des êtres humains, heureusement. Et je regarde un petit peu ce qui se dit sur le web. Alors d'abord, ils disent quand vous commencez, il y a très peu d'inconvénients, sauf que peut-être vous avez tendance à un peu avoir des flatulences au début, mais après ça va très bien, on est en pleine forme, on n'a jamais été aussi en forme, etc. Et il y a un type qui interviewe Rob Reinhardt et qui lui dit « Mais ça vous manque pas de temps en temps de faire une bouffe avec les copains, convivialité, commensalité conviviale ?» Et le type répond, sans se démonter, « I have nothing against... comment est-ce qu'il dit recreational eating, comme il y avait les recreational drugs. Je n'ai rien contre l'alimentation récréative. Donc, il y aurait maintenant une alimentation fonctionnelle et une alimentation récréative. Et la récréation, le loisir, le plaisir... Mais du coup, est-ce qu'elle ne serait pas créative, la récréative? Recréative, restauratrice... Parce que là, on peut se lâcher sur... c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça devient le loisir, le restaurant reste le loisir apparemment bien placé, en tout cas numéro 1 de pas mal de gens de cette génération. Et alors, là où ils présentent leurs produits comme une libération totale, en réalité, il semble que le plus probable, c'est qu'ils s'installent dans une situation d'alternance plutôt que d'alternative, n'est-ce pas? Et je pense que c'est vers ça qu'on, pour l'instant, on est un petit peu parti, parce qu'il est clair qu'il y a un marché pour Soylent et les autres trucs. Alors, personnellement, j'étais vraiment très bien disposé, je voulais absolument essayer ça, et le premier soir, je reçois une version, alors je ne sais plus si c'était la version néerlandaise ou allemande, ça s'appelait Jake. Et je suis les instructions, vous avez votre cruche, le dosage, vous mettez un sachet, et bon, en regardant la télé comme ça, je me suis biberonné mon sachet. On a vraiment l'impression de revenir à l'époque où on avait de la bouillie dans les biberons, encore que j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période. Et bon, voilà, ça m'a calé, hein, ça, c'est sûr. J'ai passé la nuit, j'ai plus pensé à manger du tout. Et le lendemain matin, je dis, je vais jouer le jeu, je vais prendre ça à la place de mon petit déjeuner. J'ai été saisi d'une nausée absolument insurmontable à la seule idée de reprendre ce truc. Et ça, c'est vraiment, ça m'a étonné. C'est un truc, et j'ai pas pu le surmonter depuis. J'en ai plus jamais repris. C'est quand même. Alors, je suis peut-être un cas particulier. Bon, je peux plus poser de questions, mais il y en avait encore des dizaines à vous poser. On y reviendra naturellement, mais on a un programme, on a plein de choses ce soir. Et là, je vais demander à Gaspard Mouche de nous rejoindre de l'association Le Meilleur des Mondes, une association qui promeut le débat dans les lycées. Allez voir. Gaspard, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous allez partager le micro avec Niels. Gaspard, donc vous faites partie de l'association Le Meilleur des Mondes. Oui. J'ai bien résumé si je dis que c'est une association que vous avez créée lycéen, maintenant vous êtes étudiant, mais c'est une association qui promeut l'art du débat, l'art de la controverse, du dialogue. Exactement, et on organise un ensemble d'activités, on rend service à des associations, des choses comme ça. Par exemple, on est en partenariat avec la Cité des Sciences, donc oui, on promeut, c'est ça le débat. D'accord. Et donc vous êtes partenaire des Rendez-vous du Futur, et on en est très content. Et donc vous êtes là pour ce soir pour poser des questions à notre invité Claude Fischler. Exactement. Alors ma première question, on va faire un peu d'anthropologie, dans le sens où on va essayer je voulais savoir à propos de manger du repas. Est-ce que manger porte plus, l'acte de manger, c'est un symbole manifeste de l'organisation d'une société, comme on peut le voir par exemple dans la société hawaïenne, où le repas va, en fonction du sexe de la personne, se faire dans une maison spécialement, avec des aliments spéciaux attribués à des personnes, donc c'est le kapuhai. Ou, comme dirait Emmanuel Todd, est-ce que c'est l'origine des sociétés, en ce sens que Emmanuel Todd explique que c'est la sédentarisation
par la nécessité de manger, de produire plus, qui va mettre fin aux organisations familiales nucléaires primitives et développer du coup une certaine question de la transmission du patrimoine et de la linéarité. Donc, est-ce que c'est reflet de l'intégration, voire de la régulation sociale, ou est-ce que c'est directement à l'origine de la société ? Oui, j'ai un peu répondu à ça tout à l'heure déjà, donc ce qui prouve que on est sur la même longueur d'onde sur les interrogations. Je vous remercie. Non, c'est exactement ça. Moi, j'ai l'impression que, en effet, c'est une question absolument première pour que quand l'humanité devient humanité. D'abord, ce qui est vraiment fondamental, c'est que l'humain est un animal social par nature, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est absolument fondamental et fondateur. Et c'est pour ça que cette affaire de construction progressive de l'individu et de l'individualisation que nous avons déjà passé dans le domaine justement de la famille, du choix du partenaire, dans le choix de la carrière, etc. Tout ça, c'est devenu du ressort de l'autonomie, de l'individu autonome. Et voici que ce sont les pratiques corporelles, l'alimentation et tout ça qui deviennent elles aussi fondamentalement individuelles. Et comme vous le montrez bien par la question, c'est absolument révolutionnaire déjà dans l'histoire de l'humanité. Alors Emmanuel Todd, il met l'organisation familiale et très particulièrement la patrilinéarité ou les formes de transmission, etc., au centre de toutes sortes de choses qui lui permettraient ou qui lui permettent de prédire le devenir politique et autres des sociétés. Mais oui, c'est pas du tout, je ne sais pas s'il a raison, mais c'est pas du tout incompatible en effet avec l'idée de dire que nous sommes avant tout socialement, politiquement et autrement ce que nous mangeons et comment nous mangeons. Mais une fois de plus, pour aller au bout du truc, est-ce qu'il y a une rupture qui s'annonce ou pas, selon vous, avec Homo sapiens qui devient transhumain si Homo sapiens c'est un animal social par nature, moi j'aime bien cette formule, c'est presque biologiquement que nous sommes sociaux, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si nous... Qui disent qu'on est des algorithmes biologiques. Ben, écoutez, je veux dire, vous regardez des phénomènes comme le rire. Le rire est un comportement social. Vous regardez le même film comique tout seul devant votre télé ou dans une salle de cinéma, et c'est pas du tout, je vous garantis que c'est pas du tout la même réponse. Enfin, tout ça, c'est étudié, c'est vérifié. Le dégoût est un phénomène social absolument extraordinaire. C'est-à-dire, il suffit d'un début de grimace réflexe de quelqu'un qui mange autour d'une table. On a fait des enregistrements vidéo de gamins à la cantine en train de manger avec des caméras à 360 degrés. Là, on en a plusieurs centaines, des dizaines et des dizaines de repas pour étudier les relations, comment les interactions entre les gamins et les adultes ont une incidence sur ce qu'ils mangent, comment ils mangent. C'est absolument fascinant. Et alors, l'histoire de dégoût, c'est je te manifeste mon dégoût pour obtenir un résultat qui est que tu vas éviter aussi de manger ce que je mange, qu'ensuite un autre va se pavaner devant les filles en montrant à quel point il est gonflé de goûter des trucs qui révoltent tous les autres. Enfin, ce genre de choses qui sont c'est absolument fascinant. Donc, nous sommes des animaux sociaux par nature. Quand nous nous individualisons, nous nous autonomisons, nous inventons un monde nouveau. Nous sommes obligés d'inventer un monde nouveau. Qu'est-ce que va être ce monde nouveau ? Il va porter de la liberté, parce que dans l'autonomie, il y a du plaisir, de l'accomplissement individuel et tout ce que vous voulez, mais il va porter aussi de l'anxiété, de l'incertitude et des problèmes. Et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a rien de plus anxiogène que l'alimentation aujourd'hui. Sinon, peut-être la sexualité, mais plutôt moins qu'avant. C'est plutôt l'alimentation aujourd'hui. Gaspard, un dernier rebond ou une dernière question courte. Là, on a pris beaucoup de retard. C'est pas grave. Non, et du coup, justement, cette force d'intégration de l'acte de manger et des aliments peut-elle être la force finalement qui pourrait relier l'humanité, notamment au niveau des divisions, des problèmes d'inégalité et des choses comme ça, cette nécessité qui est vitale plus que tout, peut-être mise à part respirer, qui est de manger.
Oui, je crois que le fait qu'on parle depuis le début de cette émission, enfin vous me parlez de ça, vous avez donné cette orientation à l'émission de manger comme acte citoyen, c'est absolument fascinant parce que si c'est un acte politique au début par nature, social par nature, qui s'est autonomisé, individualisé, etc., c'est pas étonnant finalement qu'on se sente tout d'un coup re-responsabilisé par rapport à l'ensemble de la population, de la planète, de tous. Mais est-ce qu'on va être capable de gérer ça chacun de notre... Voilà. La question, c'est est-ce qu'on va être capable de gérer ça et de penser et d'agir cette responsabilité. Moi, je suis toujours très, très frappé de voir que quand on interviewait des gens sur mangerons-nous encore ensemble demain, c'est-à-dire sur les exigences, ce que les Américains ou les anglophones appellent dietary requirements, vous savez, est-ce que vous avez des choses que vous mangez pas, absolument pas, etc. On leur dit, vous allez chez quelqu'un que vous connaissez pas très bien pour dîner, on vous sert quelque chose que vous n'aimez pas. Qu'est-ce que vous faites ? Ce qui était très frappant, c'est que dans un sondage récent, 68% des Français disaient « je me force ». Donc, il y a une politesse, une courtoisie à manger ce qu'on vous donne. Lévi-Strauss arrive chez les Nambiquaras dans les années 30, il raconte ça dans Triste Tropique, on lui sert des queues de lézard, des œufs de lézard, une migale, des sauterelles et une chauve-souris. Et est-ce qu'il va dire « excusez-moi, mais je suis végan ». Je ne peux pas manger des pieds. Non. Et pourquoi est-ce qu'il se force à manger ? Parce que cette relation est une relation fondamentalement sociale et de réciprocité. C'est-à-dire que l'hôte recevant, je vous fais remarquer qu'en français, l'hôte, celui qui reçoit et celui qui est reçu, c'est le même mot. C'est très profondément ambivalent. Ça vient d'une racine latine qui veut dire à la fois l'ennemi, parce que ça donne hostile aussi, et l'idée d'hospitalité, comme dans hospital, hôtel, etc. Et même l'hostie, la victime sacrificielle, etc. Alors, je vous donne quelque chose, parce que vous êtes mon hôte, je vous reçois, mais l'hôte qui est reçu, est-ce qu'il n'a pas d'obligation ? Est-ce qu'il peut exiger n'importe quoi ? Bien sûr que non. La relation anthropologique universelle, c'est la réciprocité. Et la réciprocité, comment je la manifeste ? En acceptant de courir le risque de manger ce que vous allez me donner, parce qu'il y a quand même un risque derrière ça. L'impureté, le poison, que sais-je ? Voilà. Et nous sommes très profondément dans une crise de la réciprocité. Alors, est-ce qu'on peut le compenser par l'engagement citoyen ? Dans le domaine de l'alimentation, je ne suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire. Il faut l'inventer. On va terminer cette séquence. Cuisine moléculaire, oui, non ? Alors oui, non. Dépassé. Bon voilà, t'as d'autres questions comme ça parce que là, tes questions sont parfaites d'un coup. On va passer à la revue de presse concoctée par la JD Carré et Coralie Huchet, qui nous suit à distance et qui fait d'ailleurs des dessins sur le live tweet #RDVF. Merci Coralie. Et puis on se retrouve tout à l'heure, mais surtout vous allez retrouver Charlie et Rémi juste après la revue de presse pour 3 firsts qui vont se succéder. Plein de petites surprises et puis on revient après avec notre invité bien sûr. À l'heure des états généraux de l'alimentation, intéressons-nous à ce qu'il y a dans nos assiettes. Et avant de traiter des aliments, parlons de leur emballage, avec la grande nouveauté en matière d'étiquetage, le logo Nutri-Score. Détaillé dans un article du site Science et Avenir du 31 octobre, Nutri-Score est un système de 5 lettres et couleurs indiquant aux consommateurs la bonne ou mauvaise qualité nutritionnelle des produits alimentaires. Signé récemment par le gouvernement français, il devrait apparaître sur les emballages au cours des 6 prochains mois. Du moins, sur ceux des marques qui s'y sont engagées. Car évidemment, l'initiative n'a pas plu à tous les acteurs de l'industrie agroalimentaire. Sur ce point, le professeur Ekberg, président du Programme national Nutrition Santé, déclarait au micro d'Europe 1, toujours le 31 octobre, « Les consommateurs vont pouvoir jouer leur rôle. Lorsque des marques n'adhéreront pas à cet effort de transparence, ils pourront tirer la conclusion qu'il y a quelque chose à cacher. » On en appelle également à la vigilance du consommateur dans les pages décodeurs du Monde du 29 septembre qui précise que ce nouveau logo ne doit pas affranchir de la lecture attentive des étiquettes. L'article rappelle qu'un bon nombre d'additifs ont été déclarés probablement cancérigènes, comme les nitrates et les nitrites présents dans la viande préparée. À l'appui, le rapport du Centre international de recherche sur le cancer qui compte les viandes transformées parmi les responsables du cancer colorectal, le 3e le plus fréquent en France. Faut-il arrêter de manger de la viande pour sa santé ?
Le faut-il pour l'environnement? Le 15 novembre, l'envoyé spécial de France TV Info à la COP23 rappelait à ses auditeurs que notre consommation de viande et de produits laitiers est aujourd'hui responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre. selon l'ONG internationale Grain, 3 grands producteurs de viande ont ainsi émis plus de gaz à effet de serre que la France tout entière, et presque autant que les compagnies pétrolières Exxon, BP ou Shell l'an dernier. Sur le même sujet, le Drench.fr propose un argumentaire débattant du pour et du contre de l'arrêt de la consommation carnée. D'un côté, arrêter car l'urgence écologique est indissociable de notre consommation de produits animaux. Si les élevages polluent, ils sont aussi, voire surtout, trop gourmands en ressources agricoles et en eau, des denrées qui se raréfient. De l'autre côté, continuer à manger de la viande, mais moins et mieux, mieux pour le respect du vivant, moins pour enrayer la déforestation. Car comme le rappelle un article de Reporter du 24 octobre, 50% du déboisement de la forêt amazonienne est dédié à l'agriculture industrielle, elle-même dédiée en grande majorité à la production de nourriture pour le bétail. Changement climatique, déforestation, diminution de l'accès à l'eau potable, ces 3 écueils figurent parmi les principaux dangers qui menacent la Terre et ses habitants, comme l'indique le manifeste qu'il fallait lire ce mois-ci. Signé par 15 364 scientifiques de 184 pays et paru lundi 13 novembre dans la revue Biosciences, la tribune décryptée par le site futurascience.com conclut par cette citation alarmiste « Il sera bientôt trop tard ». De l'assiette à la planète, c'est une petite bouchée pour l'homme, mais tout un plat pour l'humanité. Merci à Coralie et merci à Jérémy pour cette revue de presse. Bonsoir et bienvenue dans le First, le magazine des rendez-vous du futur, le magazine dédié aux changemakers, aux acteurs du changement, les gens qui mettent en œuvre des actions créatives et positives. Alors, cette séquence, elle va être co-animée avec Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir Charlie, bonsoir à tous. Tu vas bien ? Ouais, très bien. Tu n'as pas le ventre qui gargouille déjà? Non, mais on commence à avoir faim avec toutes ces discussions. Eh ben on va continuer à parler d'alimentation avec 3 initiatives. Et on va commencer avec une première, c'est celle de Nathalie, qui se pose la question entre alimentation et lien social. Est-ce que tu peux nous présenter notre invitée, Nathalie? Enfin, je vais quand même vous dire bonsoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le projet et puis après on va échanger, découvrir, aller un peu plus loin. Alors Nathalie Bachet, donc vous êtes à la base formatrice français en langue étrangère et vous avez donc fondé en 2008 le Goût de l'autre pour tisser des liens entre les communautés, entre les cultures, entre les personnes. Alors se réunir autour d'un repas pour créer du lien social, comment vous est venue l'idée et puis comment se passe le Goût de l'autre, qu'est-ce qu'on y fait? Alors, le Goût de l'autre fait partie d'une association qui travaille avec des personnes étrangères, hein, des personnes souvent sans papier. Donc, en fait, le Goût de l'autre est né, c'est un glissement des cours de langue que nous donnons dans l'association Le Réseau Chrétien Immigré, où j'animais des cours de phonétique et puis d'expression orale avec des personnes qui venaient de tous les pays. Et à la fin de ces cours, il y a des moments plus conviviaux que nous avons partagés en s'exprimant, en parlant de ses souvenirs. Et la nourriture est souvent le plat, les souvenirs avec la famille. Ça revenait de manière récurrente. Et puis, nous-mêmes, nous avons, hors les murs, avec les apprenants, partagé quelques moments comme ça, conviviaux. Et nous est venue l'idée de formaliser un petit peu ces moments de rencontre plus conviviales en organisant des dîners entre Français et migrants. Le but, c'était de faire se rencontrer des gens qui ne le font pas dans la vie ordinaire. Et puis, mais d'une manière, un peu politique. On va dire que ça doit être une démarche civique, une démarche sociale, c'est-à-dire des Français pour rencontrer des migrants qui partagent leur ville, qui vivent dans la même ville, et des migrants aussi pour rencontrer des Français qui ne soient pas des professionnels. En général, ces personnes parlent avec des Français à la préfecture, à la mairie, à la RATP, et c'est tout. Comment on fait du coup pour partager le repas à la fois côté migrant et côté, personne lambda en fait? Comment ça se passe pour rejoindre vos repas?
Alors, les personnes migrantes viennent parce que souvent elles font partie des cours du réseau chrétien immigré, ou bien elles sont de la famille, des amis, ou parce que cette association a organisé des rencontres, et bon, de fil en aiguille, voilà, ils sont venus. Et pour les Français, quand ça a été relayé par la presse ou par les médias, on s'inscrit. C'est tous les derniers jeudis du mois, je crois. Tous les derniers jeudis du mois, dans la mairie du 4e arrondissement. Donc ça, c'est très important, parce que ce sont des personnes souvent sans papier. Et c'est un lieu où elles peuvent être en confiance, même si c'est un lieu de la République. Et symboliquement, c'est une reconnaissance. Et comment se passe une soirée? Il y a chacun vient avec des aliments. C'est certaines personnes qui organisent le repas. C'est quoi en fait une soirée Alors en fait, quand je l'ai créé, c'était moi, mais maintenant ça a été repris par des personnes. Donc je suis française et je faisais la cuisine l'après-midi avec une personne migrante, chaque fois différente, homme ou femme. Et on faisait la cuisine en décidant un repas selon un protocole français. En gros, c'est-à-dire une entrée ou des amuse-bouches, un plat principal et un dessert, assis autour d'une table. Donc à peu près une dizaine de Français, une dizaine de migrants étaient assis, enfin sont assis toujours, ça continue, autour de la table. Donc nous préparons à deux, maintenant ils sont un petit peu plus, le repas. Donc nous sommes Français et migrants qui accueillons Français et migrants. Ce n'est pas du tout un acte de charité ou de dire voilà, on prépare pour vous qui est différent. Non, parce que nous deux, nous sommes déjà différents et nous accueillons des personnes différentes. Et le plat est déjà décidé en fait entre nous. Donc c'est intéressant de faire l'articulation avec mon prédécesseur Claude Fischer, c'est-à-dire que on mange ce qui est préparé. Là, on est ensemble et on n'a pas de desiderata particulier. Mais on n'a jamais eu de problème de personnes qui nous disaient je ne veux pas manger ça. Voilà. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que ça existe. En fait, ces dîners. Ouais. Quelles ont été les rencontres? Ou est-ce que vous avez des anecdotes particulières à partager qui vous ont marqué? Alors là, beaucoup de rencontres parce que c'est tous les mois avec plus de 20 personnes, mais vous voyez, peut-être quelque chose qui m'a... Il y a 1000 choses, mais une chose qui m'a marqué, d'ailleurs, c'était dans les débuts. Bon, peut-être parce que dans les débuts, on est beaucoup plus ému, aussi beaucoup plus sensible. Je me souviens d'un couple de personnes chinoises qui venaient et qui ne parlaient pas. Hein. Ils avaient 12 ans de présence en France, ils parlaient très peu. Mais ils suivaient les cours, mais ils ont décidé de venir. Et ils étaient un petit peu figés sur leur assiette parce qu'ils avaient la peur qu'on leur parle en français. Et puis, au fur et à mesure, ils se sont détendus, ils se sont ouverts en regardant. En fait, tout ce qui se passe ne se passe pas forcément par la parole, hein, mais par le regard, le sourire. Et puis, ils se sont sentis assez bien. Et la dame chinoise m'a dit, mais elle m'a fait comprendre, hein, quand même, la prochaine fois, c'est moi qui ferai la cuisine. Et en fait, ça, c'était très émouvant parce que pour elle, ça représentait énormément d'efforts, hein, parce qu'on devait communiquer forcément. Pour et, alors, vous dites que justement, vous essayez aussi de lutter contre les préjugés qu'on a sur les migrants qui viennent toujours des pays du Sud, ou voilà. Et alors, en fait, il y a toutes les nationalités qui viennent. Ouais. Ah oui, de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe de l'Est, Asie centrale, Asie, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne. Et Amérique latine. Hein. Je crois que j'ai un peu... Il y a l'Antarctique aussi. Mais oui. Non, la Norvège aussi, j'ai oublié, le Nord, la Scandinavie. Ouais. Mais en Asie, il y a beaucoup de pays aussi. Oui. Et j'imagine qu'après les repas, il y a des liens forts qui peuvent s'établir à la fois entre Français, entre migrants, peut-être même pour aider dans les démarches compliquées, administratives, des choses comme ça qui aident aussi à l'intégration. Des rencontres, oui, amicales. Pour les démarches administratives, dans notre association, il y a une permanence juridique, il faut être formé. Voilà. Mais la bonne volonté ne suffit pas. C'est très compliqué, c'est un parcours du combattant pour monter un dossier de demande de régularisation. Et quel est un souvenir de plat parce que vous voyagez beaucoup à travers le repas. Oui. Est-ce qu'il y a un souvenir, quelque chose auquel vous y attendez pas du tout? Oui, en effet, parce que je suis toujours encore pleine de préjugés, mais
c'est un garçon du Bangladesh qui a fait la cuisine et je ne connaissais rien du Bangladesh. Moi, j'avais une image faite par ce qu'on entend dans les médias, bon, qui n'est pas faux certainement, mais on entend souvent une image de pauvreté, de misère. Enfin, maintenant peut-être moins, mais il nous a fait un plat mais extraordinaire. Enfin, du riz mélangé avec beaucoup de fruits confits, mais des vrais fruits confits avec des noix de cajou, enfin plein de noix, et du poulet au curry, mais absolument délicieux. Et c'était le grand luxe, mais bon, c'était le grand luxe au niveau du palais, du goût du palais. Ouais. Et est-ce que les participants en fait, d'un dîner reviennent le mois d'après ou l'année d'après? Parce que là, du coup, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que c'est pas quelque chose qui a été réfléchi, enfin identifié il y a quelques mois. C'est là, vous avez un retour d'expérience en fait assez long. Donc, qu'est-ce qui se passe après le repas? Oui, alors des personnes reviennent. Alors au début, j'étais plus stricte en me disant non, il ne faut pas revenir pour laisser l'occasion à d'autres personnes de revenir. Mais en fait, avec le temps, on s'est dit que c'était pas la peine de s'énerver là-dessus, qu'il y avait des gens qui avaient envie de revenir, ça leur faisait plaisir. Hein. Et c'était un lieu de confiance, notamment du côté des étrangers. Dans une vie difficile, précaire, où on se sent un peu isolé, le fait de savoir qu'il y a un moment dans le mois où on peut trouver une parenthèse, un repos où on est accueilli et écouté. Hein, ça fait partie de ça. Le repas, c'est ça aussi. Et on partage aussi la culture, les cultures réciproques. Et bien de savoir que ça peut représenter ça pour des personnes, évidemment, on accepte qu'ils reviennent régulièrement. Enfin, au contraire, ça fait plaisir. Ouais. Vous avez justement un petit peu combien de personnes en tout depuis 2008 vous avez des chiffres ou j'imagine que ça représente beaucoup de. Oui, alors là, non. En fait, je suis désolée. En fait, il faut multiplier. Donc, il y a un repas qu'on ne fait pas. Donc, 11 repas par an. Ouais. Depuis 7 ans, voilà. Ouais. Et puis multiplié par 20, 22 personnes à chaque fois. Voilà. Et ça vous laisse calculer. Ouais. Ça a donné naissance à un livre également où vous avez aussi travaillé avec un ancien chef étoilé, Gérard Besson. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre? Oui, le livre, c'est Plat d'existence. C'est un livre collectif. Florence Mourlon est le chef de projet. Elle a participé aussi au dîner du goût de l'autre de manière active. Et donc, en fait, ce sont des recettes, mais ces recettes sont un prétexte pour parler de la migration, de la vie, une vie d'exil. Qu'est-ce que c'est partir de son pays, arriver dans un autre pays qu'on n'avait pas forcément choisi au départ. Donc, ce sont des portraits de ces personnes et aussi des Français, certains Français qui sont venus dîner. Comment vous avez choisi les recettes, les portraits? Je pense que c'était parce que il s'est passé quelque chose avec les cuisiniers ou avec les personnes qui sont venues dîner. C'est vrai qu'on passe l'après-midi à faire la cuisine et parfois il y a quelque chose qui se passe. C'est comme ça. Vous disiez en fait quand on a commencé cette conversation en fait que c'était un acte politique. Et puis en préparant l'émission, on avait pas mal échangé ensemble. Et vous nous aviez aussi parlé même de l'origine de l'association qui porte cette démarche du goût de l'autre, qui a une histoire aussi avec l'occupation de l'église Saint-Bernard à Paris par des sans-papiers. Et vous m'aviez parlé de cette notion d'occupation, et vous aviez essayé de transformer cette notion. Est-ce que vous pouvez partager avec les internautes ce récit? Oui, donc c'était à la fin des années 90. Moi, je n'étais pas encore dans l'association. Donc il y a eu à l'époque des collectifs. On parlait de collectifs de sans-papiers qui étaient désespérés devant le refus des préfectures pour leur donner des titres de séjour et qui pensaient que dans une église, la maison ouverte à tous, ils pourraient trouver refuge. Donc ils ont trouvé refuge dans certaines églises. Donc, dans la presse, on a dit ces églises sont, enfin, c'est pas seulement la presse, mais c'est ce qu'on disait en général, ces églises sont occupées. Et ça a été très médiatisé à Saint-Bernard-de-la-Chapelle. Donc, quelques chrétiens se sont dit, mais ces personnes ont quelque chose à nous dire, allons les voir, allons discuter. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? En fait, ils ont quelque chose à dire. Et ce sont des chrétiens de paroisses différentes de Paris qui se sont rassemblés, qui leur ont parlé et qui se sont dit, mais non, on n'est pas forcément occupé. Est-ce qu'on ne peut pas dire, au contraire, renverser la manne de pensée et dire, ben non, on les accueille, et puis on discute, et puis on verra. Et c'est ensuite comme ça qu'ils se sont formés en réseau, et puis en se disant, on va réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la migration pour ne pas être
tout de suite dans l'urgence, parce qu'il y a plein d'associations qui font des choses très bien dans l'urgence. Et ensuite, ils se sont dit, oui, mais on ne peut pas seulement réfléchir, il faut rester il faut garder les pieds sur la terre et dire de quoi ont-ils besoin, et notamment permanence juridique, pour avoir des papiers, pour avoir des droits à être sur le sol français, mais avec les mêmes droits que nous, enfin, au moins le droit d'être ici et de travailler. Et alors, pour conclure, est-ce que ce projet Le Goût de l'autre, est-ce que ça va continuer? J'espère. C'est un petit peu difficile. En ce moment, c'est repris par Céline, Yvette et Josette. Elles sont 3 à avoir repris les dîners, l'organisation des dîners. Mais c'est drôle parce que quand on regarde de loin, on se dit, voilà, une table avec des gens qui mangent ensemble, c'est très simple, quoi. La belle affaire, il n'y a rien de spécial. Sauf que pour réunir des gens si différents, il y a du travail, en fait. Donc, ouais, c'est pas facile. Merci Nathalie. Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez, c'est un petit peu une habitude en fait dans le magazine du First, un coup de cœur à partager avec nous, avec les internautes, qui soient en lien ou pas avec le sujet qu'on a abordé? Bien, un petit peu en lien. J'ai vu une exposition récemment à la Fondation Cartier sur le photographe africain malien, je crois, Malik Sidibé. Très beau. Voilà, photographie et un film sur la vie de Malik Sidibé. Ouais, très belle expo. J'ai eu l'occasion en fait d'aller dans son atelier à Bamako et oui, ça marque un peu, ouais. C'est très chouette. Très bien, merci beaucoup Nathalie. Je vous en prie. On va clore en fait cette petite séquence pour parler ensuite d'un autre sujet. Et avant que l'on accueille notre deuxième invité, Clément Montfort, le co-réalisateur du documentaire La guerre des graines, on va tout simplement regarder en fait un extrait du documentaire avant de l'accueillir sur le plateau. Les graines, c'est quoi pour vous? Des pépins qu'on recrache? Moi aussi, c'est ce que je croyais avant de commencer ce film. En fait, les graines sont la base de notre alimentation et un maillon capital dans le développement de l'humanité. Depuis 12 000 ans, les paysans sèment, sélectionnent et échangent librement leurs graines. C'est toute l'histoire de l'agriculture. Cette pratique ancestrale est en péril. Sur la planète, 5 multinationales, des géants de la chimie devenus producteurs de semences, contrôlent la moitié du marché. Et elles ont un projet, devenir propriétaires des graines. Parmi eux, Monsanto a accepté de nous ouvrir ses portes. On a notre rôle pour résoudre un peu le problème de la nourriture dans le monde. C'est un système de cow-boy. Je vois quelque chose qui bouge, je dégaine. Pam! Depuis peu, partout dans le monde, des citoyens s'élèvent contre cette privatisation. Nous, citoyens, responsables vigilants, exigeons la cessation immédiate des brevets sur les graines, car il est inacceptable que des entreprises privées aient la main mise sur le garde-manger du monde. À New York, Tokyo, Paris, dans près de 400 grandes villes du monde, ils sont des centaines de milliers à manifester. Une résistance s'organise. Des agriculteurs, des scientifiques, des élus se battent. À leur tête, une activiste indienne reconnue dans le monde entier, Vandana Shiva. Comme Gandhi, elle prône la désobéissance. S'ils pensent qu'ils peuvent breveter la vie, nous leur avons déjà dit que nous n'obéirions pas. Nous avons suivi son combat en Inde, en France et à Bruxelles. C'est un choix entre l'abondance et la rareté. Un choix entre la guerre et la paix. L'enjeu, notre indépendance alimentaire face au système industriel de la malbouffe. L'histoire que nous allons vous raconter, c'est celle d'une guerre inconnue, mais qui nous menace tous. La guerre des graines.
La guerre des graines, un film documentaire qui a été réalisé il y a 4 ans et qui pour autant en fait est encore vraiment d'actualité. Bonsoir Clément Montfort, merci d'être là avec nous. Merci à vous. Il manque une personne, c'est Stenka qui est la co-réalisatrice. Voilà, c'est un projet commun en binôme. Elle est en tournage à Malte. Voilà, qui était à l'étranger, donc elle nous regarde peut-être de là-bas. Alors, de quoi il s'agit? C'était quoi ce documentaire Rémi, je crois que tu avais préparé des questions. Non, oui, j'ai préparé des questions, mais juste en 2 mots, présenter quand même Clément, qui est donc, vous êtes réalisateur de documentaires, on peut dire, vous êtes engagé, vous réalisez, vous traitez à la fois de sujets autour de l'écologie, de la biodiversité, vous essayez un petit peu d'alerter sur tous ces problèmes environnementaux de notre planète, mais ce que j'ai vu, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Vous n'êtes pas à la base, au départ, vous n'étiez pas spécialement sensibilisé à l'écologie. Il y a une chose qui vous a justement permis de réaliser ce film, et c'est quoi? Alors, qu'est-ce que vous aviez vu qui vous a fait un peu, j'allais dire, tourner du bon côté, basculer? En fait, c'est ce qu'on voit à la fin du film qui est là dans l'extrait, c'est qu'il y a maintenant 4-5 ans, j'ai découvert un article qui parlait d'une banque de graines à côté du Groenland sur l'île du Spitzberg et qui avait pour projet, ce qu'elle a ouvert en 2008, et le projet de cette banque de graines, c'était de faire un congélateur géant, un congélateur mondial pour sauvegarder toutes les variétés de semences du monde. Donc c'était un projet complètement pharaonique et sur le coup j'ai été interpellé, je me suis dit mais ça ressemble à un projet de science-fiction, un livre de Barjavel. Même le bâtiment est... Et le bâtiment est complètement hallucinant. Donc ça m'a interpellé, j'étais pas à ce moment-là engagé dans l'écologie particulièrement, mais quand j'ai découvert cette banque de graines, j'ai eu d'abord peur. Je me suis demandé quel était le problème pour que la solution soit aussi pharaonique. Et donc ça a été le déclencheur vers une curiosité sur cette question-là en fait. Alors comment vous avez commencé votre reportage? Comment vous avez abordé le reportage, la guerre des graines? Effectivement, il y a un vrai enjeu, mais dit comme ça, on s'en rend pas compte. En fait, avec ma collègue Stenka Kieh, on a commencé à enquêter tous les deux. Donc moi, c'était sur cette partie-là du Spitzberg, de la banque de graines. Et Stenka, ce qui l'a interpellé, c'était un projet de loi à la Commission européenne qui visait à appliquer partout en Europe le système du catalogue français, qui est un système assez restrictif qui, en gros, pour résumer, c'est un système qui date de l'après-guerre et qui a pour projet de limiter le nombre de semences utilisables par les agriculteurs pour contrôler un peu la production. Et l'idée de ce catalogue, c'est pas le projet initial, mais en tout cas c'est une des conséquences, c'est que ça réduit drastiquement la biodiversité dans les champs. Et le projet de la Commission européenne, c'était d'appliquer ce modèle français partout en Europe. Donc ça voulait dire encore moins de biodiversité. Donc Stenka, elle était intriguée par cette loi. Donc on a mélangé nos deux approches et on a commencé à enquêter pour raconter cette histoire des graines finalement qui est assez lointaine a priori. On commence le film en disant c'est quoi une graine pour vous? C'est les pépins qu'on recrache parce que finalement, ça peut paraître très lointain. Les graines, c'est ce qu'on met sur le pain, c'est ce qu'on met les graines de courge, etc. Ça peut paraître très lointain, alors qu'en fait, c'est le premier maillon d'une chaîne alimentaire. Une des bases de l'alimentation. Oui, exactement. Et qui va jusqu'à l'assiette et qui conditionne aussi tout un modèle agricole. C'est ça aussi qu'on a découvert en enquêtant sur ce film, c'est que le choix de culture, le choix de semences fait par l'agriculteur, il conditionne tout un système qui va derrière. Engrais, pesticides ou non. Quel type de culture? Et dès le début, on apprend justement que l'agriculteur n'est plus propriétaire de ses graines. Et ça, c'est quand même il y a ce basculement qui existe, qui après conduit à tout un système de dépendance par rapport aux semenciers. Peut-être vous pouvez nous en parler. Oui, exactement. En fait, ça faisait 12 000 ans, on date à 12 000 ans l'invention de l'agriculture. Et là, tout à coup, avec le dépôt de brevets sur les semences, l'agriculteur se voyait dépossédé d'un droit ancestral de semer et de ressemer. Il doit payer des royalties chaque année comme s'il était un locataire des graines. Donc ça, c'est un système qu'on a voulu dénoncer aussi. Ouais, sachant que les graines des semenciers sont stériles, voilà. Alors elles sont, pour être vraiment exact, elles sont pas stériles biologiquement. En fait, ce qu'on a voulu dire dans le film, ce qu'on dit que les graines sont stériles, ce qu'on veut dire par là, c'est que le projet
pour l'agriculteur de replanter des graines qui s'appellent hybrides F1. C'est stérile dans le sens où en fait c'est des graines qui ont été faites pour être très productives dans la première génération, mais qui ensuite, si l'agriculteur décide de les replanter, par exemple du maïs, et s'il décide de replanter du maïs hybride plutôt que d'en racheter, sa récolte va être très très mauvaise. Donc pour lui c'est un projet complètement stérile, donc il est obligé de racheter des semences. Et en quoi c'est grave, hein, finalement, enfin, pour être un peu provocant, finalement. Ouais, en fait, et si on laissait en fait on laisse bien en fait parfois nos données à certaines entreprises, certaines multinationales, et si on laissait entre guillemets nos graines à des grandes multinationales, quels sont les enjeux, quelles sont les implications, pourquoi ça fait réagir En fait, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je vais y aller. Non, mais, en fait, ça pose deux problèmes principaux auxquels je pense maintenant, là, que vous me posez la question. Le premier problème, c'est un problème de souveraineté alimentaire pour les pays, un problème de souveraineté pour les agriculteurs, et un problème politique qui est vraiment profond. Par exemple, c'est ce que dit Guy Kastler du réseau Semences Paysannes dans le film. Monsanto, en France, à travers toutes ses filiales, ils vendent énormément de semences. On ne cultive pas d'OGM en France, c'est interdit. On en fait consommer au bétail par l'importation. Donc on mange à travers toute la chaîne des OGM. Indirectement. Ouais. Indirectement. Mais par contre, ce qu'explique Guy Kastler, c'est que si tout à coup Monsanto, qui nous vend la plupart des semences de maïs par exemple, décide de dire ok, si vous acceptez pas de commercialiser, de planter du maïs OGM en France, on arrête de vous vendre nos semences. Ça peut mettre une pression énorme sur le gouvernement, parce qu'on imagine des crises agricoles et on sait comment les agriculteurs, ils ont raison, arrivent à se faire entendre. Donc là, ça donne un pouvoir politique énorme à des multinationales sur les gouvernements, quoi. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème qui est aussi essentiel, c'est en termes de biodiversité, parce que ce système du catalogue, il a réduit énormément la biodiversité semencière. Les variétés qui sont vendues par les fabricants de semences, elles sont très peu nombreuses par rapport à ce qui est disponible naturellement. Les graines inscrites au catalogue sont peu nombreuses, et le problème que ça pose, c'est que en fait, en réduisant drastiquement le nombre de variétés disponibles, on rend la production agricole très vulnérable aux maladies. Parce que c'est ce qui est expliqué aussi dans le film, si une maladie vient dans un champ qui est complètement uniforme, où toutes les variétés sont exactement la même partout, une maladie peut se propager très vite dans le champ. Alors que si on a un champ avec plusieurs variétés différentes, la maladie ne va pas pouvoir sauter d'épi en épi, elle va être bloquée par différentes variétés. Donc en fait, ce qui est problématique, c'est en 100 ans, on a perdu 75% des variétés de semences cultivées. Et ça, c'est un chiffre dramatique. Et moi, je prends l'exemple pour alerter un peu sur la dangerosité de la situation, de cet effondrement de biodiversité. C'est de dire, c'est comme si on était sur une maison sur pilotis, et en fait, on peut imaginer deux maisons, une sur laquelle tous les pilotis sont du même bois, et une maison sur laquelle tous les pilotis sont de bois différents. Si une maladie arrive sur la première maison et qu'elle touche, admettons le hêtre, le bois, toute la maison va s'effondrer. Et si une maladie arrive dans l'autre pilotis, l'autre maison, la maison va réussir à résister. Et là, le problème qu'on a quand on transpose ça à l'agriculture, c'est qu'on peut se retrouver dans des situations de crise alimentaire et de famine, même en Europe. Alors, il y a un pays qui a été le laboratoire de l'industrie dans cette guerre des graines, c'est l'Inde. Vous en parlez très bien, on l'a vu dans le trailer, avec des conséquences vraiment dramatiques. Vous le dites, il y a plus de 200 000 paysans ruinés qui se sont suicidés en 10 ans avec la culture du coton. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette situation en Inde et puis de cette dame qu'on aperçoit dans le trailer, Vandana Shiva, qui fait un boulot incroyable? Alors en fait, la situation indienne, c'est que ça a été utilisé comme un laboratoire pour l'industrie, j'allais dire pharmaceutique, non, semencière, même si... souvent chimique. Il y a des liens, je pense à Bayer par exemple. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé à travers la filiale par exemple de Monsanto en Inde qui s'appelle Mahyco, M-A-H-Y-C-O, ils ont vendu des semences à bas coût aux agriculteurs qui avant étaient dans un système d'agriculture vivrière, donc ils produisaient à manger pour leur famille, et on leur a dit passez en monoculture avec le coton OGM. Donc déjà le coton ça se mange pas, donc ils ont arrêté de produire. On leur a dit mais vous ferez tellement d'argent que vous pourrez acheter à manger à côté, donc ils ont produit du coton massivement dans la ceinture de coton. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait au fur et à mesure des années, les récoltes, elles ont été très bonnes au début et ensuite mauvaises, donc ils ont dû acheter plus d'engrais et de pesticides, donc ça veut dire des coûts
Et donc les paysans se sont retrouvés ruinés, et c'est la raison pour laquelle ils se sont suicidés. Et ce qu'on montre dans le documentaire et qui est assez tragique, c'est que bon nombre de ces agriculteurs se sont suicidés en ingérant les pesticides de leur propre récolte. Et en fait, ce que Alka nous explique dans le documentaire, c'est que son mari avait en silence fait des réserves chaque jour de pesticides pour ne pas les mettre dans le champ, et à la fin il a tout ingéré et il est mort comme ça. D'autant plus qu'en Inde et ailleurs, mais en Inde particulièrement, la honte est un suicide, donc elle se retrouve complètement isolée de sa communauté, sa femme, à cause de ça. Ah, c'est horrible, c'est assez touchant ce reportage. Et alors Vandana Shiva, elle veut justement libérer la graine. Exactement. En fait, Vandana Shiva, c'est donc une militante écologiste indienne qui est à la base spécialiste de la physique quantique, donc ça n'a rien à voir. Mais elle, son combat, ça a été de... En fait, en Inde, traditionnellement, les semences, elles étaient gardées par les femmes. Et puis, ce qui s'est passé petit à petit, c'est qu'avec l'arrivée de ces multinationales, les femmes ont perdu... elles étaient gardiennes de semences, il y avait des banques de graines un peu partout. Et elles ont perdu ce pouvoir-là. Donc le travail de Vandana Shiva, c'est de redonner confiance aux femmes dans leur rôle dans l'agriculture, de les aider à récupérer des semences. Donc elle donne des graines aux agricultrices, et elle leur explique leur rôle social. Et ce que Vandana Shiva explique aussi dans le film, c'est que finalement, il y a un choix de société à faire aussi pour ces paysans et ces femmes indiennes. C'est soit on décide de financer une famille pour qu'elle puisse nourrir une mère et un père pour qu'ils puissent nourrir leurs enfants, soit on choisit ça, soit on choisit de donner de l'argent à des multinationales pour qu'ils s'achètent le prochain 4x4 à la mode. Pour finir cette séquence, on en parlait en fait tout à l'heure. La guerre des graines, ok. On a parlé en fait de projets en fait de réglementation. Aujourd'hui, fin 2017, en Europe, où est-ce qu'on en est? Alors en fait, on montre dans le film une loi qui a été portée par la Commission européenne, dont je parlais tout à l'heure. Juste après la diffusion du film, il y a eu pression du Parlement européen, donc des citoyens européens, et la loi a été bloquée. Par contre, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Par contre, il y a, pour ce qui est des semences paysannes, donc les semences paysannes, c'est ce qui est hors du catalogue, donc c'est tout l'éventail de la biodiversité semencière. Il n'y a pas eu d'avancée majeure en France, malheureusement, aujourd'hui. C'est toujours criminalisé. Le mot est un peu fort, mais c'est quand même criminalisé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, si on est agriculteur, de vendre des semences paysannes à son voisin, de les échanger, de les donner. Et il y a eu la loi biodiversité qui a été débattue. Des parlementaires écologistes ont essayé de faire avancer la cause des semences paysannes dans cette loi, mais entre les allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée, finalement, c'est resté au point mort. Donc il y a vraiment un combat à mener, et je pense que les citoyens aussi doivent s'emparer de ce combat, parce que les agriculteurs peuvent être un peu seuls dans cette situation. Merci Clément. On va devoir en fait... Juste préciser que le documentaire est visible sur Internet, librement, on peut le voir, et vous avez des nouvelles web-séries qui s'appellent Next, qu'on peut aussi voir sur les thèmes écologiques. Exactement, en fait tout est disponible sur ma chaîne YouTube, Clément Montfort. Vous tapez ça sur YouTube et vous avez les documentaires que j'ai fait sur les graines, sur les terres agricoles, et puis la série Next qui parle de l'effondrement possible de notre civilisation. Ok. Vaste programme. Bon, on aura peut-être l'occasion en fait de se revoir sur le plateau pour en parler. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous auriez un petit coup de cœur à partager avec les internautes? Oui, un petit coup de cœur. Je pense à l'association qui s'appelle iBoycott, une association qui a plusieurs années maintenant et qui en fait propose ce qu'ils appellent du boycott bienveillant, c'est-à-dire qu'ils lancent des campagnes comme par exemple contre le fabricant de biscuits et l'huile de palme, ou alors contre Coca-Cola qui pille les nappes phréatiques du monde entier. Et donc ils réunissent un nombre important de citoyens pour faire pression sur les entreprises et les pousser à changer leurs pratiques concrètement. Donc j'aime beaucoup cette association parce qu'elle fait un travail qui est essentiel, qui vient compléter celui des politiques engagés, celui des journalistes, parce que le rôle des citoyens qui sont consommateurs et acteurs aussi dans leur quotidien, il est vraiment à ne pas négliger. Donc iBoycott. Manger est un acte citoyen. Thème de ce soir. Exactement. Citoyen, politique, engagé, voire militant. Merci beaucoup Clément. Merci à vous pour l'invitation.
À une prochaine fois sur le plateau du First, le magazine des rendez-vous du futur. On a parlé de l'Inde, de la Norvège, de la France. On va aller du côté de Madrid. Pourquoi? Parce que Madrid, il y a tout simplement Laura. Et Laura nous a préparé une petite chronique parce qu'elle s'est posé des questions sur son frigo. Laura, on t'écoute pour ta chronique. Bonsoir à tous. Tout d'abord, retenez ce chiffre. 99,6% des foyers français disposent d'un réfrigérateur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite note historique. En 1876 est né le premier réfrigérateur domestique tel qu'on le connaît aujourd'hui. À partir de 1913, les réfrigérateurs ont commencé à être produits de manière industrielle. Mais ce n'est qu'en 1952 que les premiers réfrigérateurs atterrissent dans nos cuisines françaises. Et depuis, les constructeurs n'ont pas arrêté de rajouter des accessoires, des compartiments. Mais il ne faut pas oublier que dans ces années-là, c'est le développement, l'explosion de la consommation de masse. On produit toujours plus, on achète toujours plus. Oh là là, faut que j'aille faire les courses. Déjà ? Et depuis de nombreuses années maintenant, on prend conscience de son mode de vie, de son mode de consommation, qui peut avoir un impact sur la planète, voire notre santé. Cette prise de conscience, finalement, elle s'illustre particulièrement par des alternatives dites retour à la terre. On va privilégier tout ce qui est bio, tout ce qui est plus respectueux de l'environnement, de notre santé. On met de côté tout ce qui est produits transformés, on fait attention aux étiquettes, aux provenances des produits. Mais alors vous allez me demander, mais quel est le rapport avec le frigo? Eh bien, que diriez-vous de vous séparer de votre réfrigérateur? On peut catégoriser le frigo comme étant un symbole de notre consommation et parfois surconsommation. Une journaliste, Marie Cochard, a décidé tout simplement de s'en débarrasser. Et comment fait-elle? Comment conserve-t-elle maintenant les aliments? Qu'est-ce que nous dit le fait de posséder un réfrigérateur? Quand on a un réfrigérateur chez soi, c'est la possibilité de stocker parfois des produits transformés. C'est aussi avoir une facture énergétique. Aussi, c'est très gourmand en électricité. Mieux conserver, mieux consommer égale limiter son impact sur la planète. Préserver sa santé puisqu'on va privilégier des produits plus sains. C'est aussi faire des économies puisqu'on va calculer finalement la consommation future. Et c'est aussi retrouver le goût des aliments, le goût aussi de faire et de cuisiner. Du coup, eh bien, il faut réimaginer sa routine, course, conservation, consommation. Marie, elle a décidé de partager son défi dans un livre qui s'appelle Notre aventure sans frigo, paru aux éditions Erol, qui apparaît juste là. Et dedans, en fait, elle va partager ses trucs et astuces autour de la conservation et on se rend compte, en fait, que c'est super simple. Par exemple, les carottes, elles se conservent facilement dans du sable. Ou encore, les bouchons de liège permettent une meilleure conservation des pommes. Finalement, c'est meilleur quand c'est pas dans le frigo. À bientôt! Merci à Laura pour cette chronique qui a été enregistrée de Madrid. On regardera différemment maintenant en fait notre frigo et la façon de l'utiliser et de le remplir. On va passer à notre troisième invité avec Bastien Rabastan. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Bonsoir, donc cofondateur de Jiminy's. Maintenant, je me tourne vers Rémi. Est-ce que tu peux nous dire mais qui est Bastien et qu'est-ce que Jiminy's? Alors Bastien, avec votre associé Clément, vous avez fondé en 2012 Jiminy's et vous vous êtes donné une mission, nous faire manger des insectes. Et plus encore que nous faire manger des insectes, nous faire aimer les insectes. Et alors on appelle ça manger les insectes, on appelle ça de l'entomophagie, c'est bien ça? Tout à fait ça. Alors dit comme ça paraît pas sexy, mais en préparant l'émission, on a un petit peu regardé ce que vous proposez et j'avoue que ça donne envie, quasiment. Alors, comment vous est venue cette idée un peu saugrenue de nous faire, mais tout à fait légitime en même temps, de nous remplacer nos chips par des grillons? Eh ben, c'est très simple. On a commencé, donc, comme vous disiez, en 2012 avec Clément, par une soirée, un vendredi soir, sur un canapé, puisqu'on est des amis de longue date et ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas vus. Et comme tout vendredi soir, je dirais, il y avait quelques bières, on a mis la télé et on est tombé sur une émission qui s'appelle Koh-Lanta et il mangeait des insectes. Et là, on s'est dit avec Clément, mais pourquoi est-ce que c'est si terrible que ça de manger des insectes? Et on a commencé en fait à se renseigner pendant l'émission, à attraper un ordinateur et regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire
avec ça, et on s'est rendu compte qu'il y avait des rapports de la FAO qui expliquaient qu'il fallait engager et développer ce type d'alimentation. Et là, on a regardé ce qui se faisait en France. On a vu qu'il n'y avait pas encore beaucoup de choses. Et c'est comme ça que l'idée de Geminis est née. C'était la genèse. Voilà. Oui, c'est vrai que ça, au début, on en sourit, mais en fait, c'est une vraie alternative crédible même aux problèmes d'alimentation qu'on pourrait rencontrer dans l'avenir. Alors, est-ce que... déjà, peut-être, on va commencer par présenter vos produits. Oui. Hein? Oui, moi j'ai hâte. Parce que je vois des... Alors, ça ne bouge pas, mais il y a des choses un peu... Qu'est-ce que vous nous proposez dedans? D'abord, je vais vous refaire un tout petit rappel sur Geminis, parce qu'on a maintenant 5 ans. On est une vingtaine de salariés dans 5 pays, principalement le marché européen. Donc, on a commencé avec ces petites boîtes qui sont des produits... insectes entiers assaisonnés pour l'apéritif. Alors caramel, beurre salé. Voilà, et là je vous ai ramené les saveurs de Noël, donc c'est les saveurs qu'on a développées exprès pour les fêtes de fin d'année, qui sont disponibles dans tous nos réseaux d'épicerie fine, sur notre site web, plein d'endroits. Et donc on a le Molitor, qui est un verre de farine, qui est assaisonné caramel, beurre salé. Alors est-ce que... Super, on le voit. Ben non, c'était... Si on le voit, très bien. Voilà, c'était bien calé, j'ai tout changé. Et on va continuer avec le grillon, donc le grillon café mocha, donc un grillon qui est un autre type d'insecte. Et le buffalo, saveur speculoos. Donc ça, c'est les saveurs vraiment qu'on a développées pour épater et impressionner un petit peu sur vos repas de fin d'année. C'est des choses qu'on mange à l'apéritif, ça, c'est ça? Alors, cela, non. Cette gamme-là, on peut la prendre à l'apéritif comme on peut la prendre avant le dessert, avec le champagne. C'est vous qui voyez le meilleur moment. C'est vrai qu'un petit verre en prenant des verres, ça aide en général quand c'est la première fois. Il ne faut pas avoir peur. Mais là, on a des verres d'eau, et moi, j'attends qu'une chose, c'est que Rémi goûte l'un de vos produits, Bastien. Mais j'ai hâte. Alors, Rémi, je vous laisse le choix, du coup, Molitor, buffalo, moi, grillon. Avec mes origines bretonnes, je vais prendre caramel, beurre salé. Très bon choix, très très bon choix. Je vous ouvre ça. Allez-y. Et peut-être le faire et juste dire, pendant qu'on va faire le testing, il y a d'autres types de produits. Quel est un peu votre gamme? Ça, c'est pour l'apéro. J'ai vu qu'on peut cuisiner aussi à base d'insectes. Oui, on a élargi notre gamme avec une gamme d'insectes entiers à cuisiner soi-même. On avait développé des recettes en partenariat avec l'atelier des chefs. Et dans chaque boîte, il y a un petit flyer avec une recette sur comment cuisiner les insectes et donner libre cours à ces idées. D'ailleurs, on a lancé un jeu concours sur Facebook récemment avec imaginer une recette et ça a cartonné. On a eu des très très belles choses, donc des choses qu'on fait souvent. Eh ben, écoute, ça ressemble comme des petits maïs. Rigolez pas dans le public, vous allez goûter aussi. Oui, après. Vous allez voir aussi. Alors, Rémi, avant que tu commences, juste une petite information, les insectes, on ne le sait pas, mais c'est les mêmes allergènes que les crustacés, parce que c'est la grande famille des arthropodes, qui a 2 branches, crustacés, insectes, et en bon cousin, ils partagent un allergène qui est la chitine. Donc tu peux en manger si tu n'es pas allergique aux crustacés. Je suis pas allergique. Bon appétit. Hein. Par contre, tu vas pas t'en tirer avec un seul, il faut en prendre 2-3 pour avoir vraiment en fait, c'est très bon. Mais c'est le but, c'est le but. Ah bah mince, moi je pensais qu'il allait changer de couleur. Je suis hyper déçu. Bon bah merci, au revoir. On va s'arrêter là. Ou alors on va essayer autre chose. Franchement, c'est très bon. Au début, on a effectivement le goût du caramel qui est très familier. On se dit bon, c'est n'importe quoi qui est nappé au caramel. Mais ensuite, il y a un petit goût effectivement qui est un peu inédit, qu'on ne connaît pas et qui est plutôt agréable. Donc voilà, vous allez goûter dans le public. C'est bon, hein? Bon, on parle pas la bouche pleine. Alors, par contre, du coup, ce qui est intéressant, vous n'avez pas choisi de transformer l'insecte. C'est-à-dire qu'on le reconnaît bien, on voit bien qu'il y a un verre. Là, c'est quoi? C'est les grillons. On vous voit que c'est des grillons. C'est le but aussi d'assumer et justement parce que j'ai lu, vous voulez mettre l'insecte dans notre alimentation petit à petit. C'est pas non plus le... Oui, on se doute bien que le consommateur n'est pas prêt à trouver un plat micro-ondable chez Carrefour avec des insectes et à le manger comme ça. Donc notre idée, c'était de trouver à quel moment on peut insérer l'insecte dans la consommation des Européens et des Français. Et on s'est dit le meilleur moment, c'est l'apéritif. Et les gens, dans les études qu'on a fait, dans tous les tests qu'on a pu faire, on s'est rendu compte que les gens étaient prêts, mais qu'ils voulaient d'abord voir à quoi ressemblait l'insecte. Parce que c'était un petit peu dur c'est comme si vous aviez jamais mangé de pommes et qu'on vous proposait directement une purée de pommes ou une pomme cachant quelque chose. On dit, mais ça ressemble à quoi une pomme, ça a quel goût? Mais moi, je pensais que ça allait être l'inverse. C'est-à-dire qu'on serait peut-être un peu plus écœuré à voir le grillon, plutôt que d'avoir des petites boules qui ressembleraient à rien, mais que ce serait de l'insecte. On a pris le problème par les deux côtés et on a aussi développé d'autres produits. Donc, alors, justement, dans la gamme, voilà. Ça, c'est des barres à base de farine de grillon où cette fois-ci, on voit absolument plus l'insecte. C'est des barres chocolatées à destination des sportifs. Donc là, on a banane chocolat, figue chocolat et abricot goji kia. On continue, moi je. Toi, c'est pas soirée popcorn. J'ai vu que tu étais au café déjà. Le grillon café, c'est pas mauvais non plus. C'est bon. Moi j'aime bien. Et vous avez l'air étonné que ce soit bon. Oui, j'avais déjà goûté. C'est vrai que j'avais goûté salé
Et c'est très bon. En termes d'impact au niveau environnemental, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Il y a une vraie démarche aussi écologique derrière. Oui. Et pendant que vous en fait, moi, voilà, et je mange pendant ce temps-là. Ça marche. Eh ben, j'explique la démarche écologique. Donc, ce qu'il faut savoir sur les insectes, c'est que comparé à certains élevages de viande ou autres, c'est qu'on a des vrais intérêts déjà sur l'émission de gaz carbonique, puisqu'on est à 99% d'effet de serre en moins, mais surtout sur la nourriture et l'eau consommée. En général, on donne souvent des chiffres qui sont de 1 kg de nourriture pour 10 kg d'insectes produits, et qui sont des ratios qu'on va avoir à l'inverse sur la viande. Là où c'est extrêmement parlant, c'est sur le nombre de litres d'eau nécessaires pour faire 1 kg d'insectes. On est entre 10 et 20 litres pour 1 kg de Ténébrio molitor. Là où on va être à peu près à 15 000 litres pour 1 kg de viande de bœuf. Donc c'est énorme. Et on ne le sait pas, mais c'est proportionnellement plus protéiné, par exemple, que du bœuf. Hein. J'avais vu les ratios. Alors, pas forcément plus, je dirais proportionnellement, mais c'est très intéressant. En fait, ça va dépendre des types d'insectes. Mais c'est des produits qui sont extrêmement... Combien d'insectes à peu près sont consommables? J'imagine pas tous les insectes. Pas tous les insectes, on en dénombre 1200 espèces aujourd'hui qui sont consommables ou consommées sur le monde. Nous, on s'est concentré sur 4 espèces qu'on trouve facilement en France, en Europe. Et je le précise parce qu'on a souvent la question, c'est des insectes d'élevage. On ne fait pas de récolte dans la nature. Et l'élevage, c'est ici en France ou vous faites ça? Alors, il est aux Pays-Bas. Il est aux Pays-Bas, notre élevage. Mais il y a des initiatives en France aussi qu'on soutient et on espère que ce sont des choses qui vont se développer dans les années qui viennent. Et alors, c'est marrant parce que dans vos petites notes de présentation, on ne le sait pas toujours, mais on mange à peu près 500 grammes d'insectes par an, sans le savoir. Bah oui, dans justement compote, farine, pain, chocolat qu'on consomme, où forcément il y a des résidus d'insectes qui sont là, et puisqu'ils sont là où il y a la nourriture aussi. Et quelle est votre actualité du coup? Vous avez des nouveaux produits là qui sortent pour les fêtes de Noël, c'est ça? Ça c'est nouveau, hein. Moi je connaissais pas le... C'est tout nouveau, oui, ça est sorti il y a moins d'un mois. Donc, donc ce qui les trois, c'est tout nouveau. Des senteurs différentes, voilà, spéculoos. Mais du coup, parce que vous parliez de vos chaînes de distribution, on peut pas encore le trouver dans le grand commerce, c'est dans les épiceries fines et en ligne? Oui, tout ce qui est bas. Le grand commerce, c'est pas notre cible aujourd'hui. Encore une fois, comme je vous le disais, je pense que les gens sont pas prêts quand ils font leurs courses chez Carrefour Mais est-ce qu'ils sont frileux, les grands distributeurs, par exemple? Pas du tout. Pas du tout. Les grands distributeurs sont extrêmement intéressés par cette filière qui est en train de se créer, parce que pour eux, c'est un nouveau débouché, je dirais, sur une nouvelle filière. Et la grande distribution est extrêmement intéressée. Mais je pense qu'il y a une question de temps et de logique aussi pour nous, qui est de commencer à attaquer le marché. On est un petit acteur aujourd'hui, on attaque sur un segment qui est l'épicerie fine. Vous avez fait une belle levée de fonds récemment. Voilà. Alors, avec quand même un concept chez Gemini, c'est que la levée de fonds est venue, je dirais, étayer notre activité commerciale, mais on est rentable, pas depuis le début, on aimerait bien, mais voilà, on fait du chiffre et nous, lever des fonds, c'était pas pour dire on a levé des fonds, c'était pour aider à développer l'activité commerciale. Et vous avez même commencé avec du financement participatif? Du crowdfunding, on a fait une des toutes premières campagnes de financement don contre produit il y a à peu près maintenant 4 ans. On avait d'ailleurs gagné un prix aux assises du financement participatif. À l'époque, on avait fait une campagne et on avait récolté 10 000 euros. C'était énorme. Aujourd'hui, je pense qu'un crowdfunding qui a 10 000 euros en produit, il trouve que c'est pas top. Merci Bastien pour ce témoignage, cette découverte, cette expérience. On a hâte ensuite de passer à travers le public pour faire goûter vos produits. Vous verrez, public, c'est très bon. C'est très bon. Juste avant que vous nous quittiez, est-ce que vous auriez un petit coup de cœur à partager avec les internautes qui nous regardent, qui soit un coup de cœur personnel? Alors, j'ai un coup de cœur très très personnel. En effet, le week-end prochain, on organise un marché de Noël qui est organisé par Gemini's avec que des marques de start-up qu'on aime beaucoup. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y a un petit peu de tout. Et ça se passe au Pavillon des Canaux, c'est le 2 et 3 décembre, d'ailleurs c'est le week-end d'après, pardon. Et si vous avez envie de découvrir nos produits, mais aussi des choses tout à fait extraordinaires comme des kits de béton à faire soi-même, des super sous-vêtements qui s'appellent Minastorm, des marques de bière parisiennes, je vous invite à passer nous faire un petit coucou. Ce sera mon coup de cœur. Donc 2 et 3 décembre pour ce marché de Noël un peu différent. Ok, merci beaucoup Bastien. Maintenant on va passer à Ici les Moulineaux. On va passer la parole à Nicolas Opno pour la chronique Do the Right Web, une façon de faire un panorama original des initiatives positives sur le web. À toi Nicolas.
Ça y est, c'est décidé, je mange sain, je mange bio, je mange équitable, je mange recyclable, je mange moins mais mieux. Ça, c'est une formule de Marc Alévi qui me trotte dans la tête et que je retiens. Bref, je mange responsable. Et si je commençais par le commencement, avec un beau potager pour nourrir toute ma famille? Oui, mais sauf que je n'ai pas tout à fait la main verte. Du coup, je me suis penché sur le robot FarmBot, que voici, qui a été mis au point par une équipe de Californiens, assurément plus geek que voltairien. À l'allure proche d'une imprimante 3D, l'engin sème, arrose, détecte les mauvaises herbes, les étouffe, les enterre, et tout cela grâce à un bras mécanique articulé et piloté par une application. La bonne nouvelle, c'est que toute cette technologie est en open source. La moins bonne, c'est que si vous n'êtes ni jardinier ni bricoleur, il vous faudra débourser la somme de 3 000 €. Bon, potager ou pas, impossible d'échapper à l'offre vertigineuse de produits de consommation. Mais comment faire pour bien choisir? Il existe de nombreuses applications pour cela, comme par exemple Étiquetable. C'est une application où je peux trouver par exemple un lexique qui m'indique les fruits et légumes de saison, ou un autre qui me renseigne sur les espèces de poissons menacés, des adresses de restaurants engagés, d'épiceries solidaires, ainsi que des recettes de grands chefs et d'utilisateurs de l'application dont le bilan carbone aura été évalué en fonction de la date où je me mettrai au fourneau. Alors, mangeons mieux certes, mais mangeons tout. Parce qu'on l'a appris le 16 octobre dernier, lors de la 5e journée de lutte contre le gaspillage, le gâchis est constaté sur toute la chaîne alimentaire. Et il représenterait jusqu'à 20 milliards d'euros. Bon, pour finir, je voudrais vous parler de cet homme, Yacouba Sawadogo, qui a réussi à faire germer des plantes dans le désert, avec une technique ancestrale oubliée, le dzai. Alors en quoi consiste le dzai? Il s'agit d'une méthode de régénération des terres où il faut préparer le sol en saison sèche, creuser des petits trous, les remplir de débris organiques. Ensuite interviennent les termites qui viennent s'installer dans ces petites cavités, qui construisent des galeries, font pousser des champignons dont elles se nourrissent. Et enfin, pendant la saison des pluies, ces galeries permettent de récupérer l'eau et créer des poches de retenue qui pourront nourrir les futures plantes. Il y a 40 ans, quand il a entrepris cette grande entreprise, ce grand projet, Yacouba Sawadogo a été pris pour un fou. Mais aujourd'hui, des experts du monde entier viennent découvrir sa technique. Il est entendu et il souhaite faire partager à tout le monde cette méthode. Le dzai n'est plus celui de Yacouba, dit-il, mais celui de toutes et tous. Parce que oui, c'est ça aussi le good web. Partager les bonnes pratiques de la vraie vie pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Alors, do the good web et faites-le savoir. Merci Nicolas, merci Charlie, merci Rémi, merci à tous ces invités du First. Donc cette émission, vous l'avez vu, est un petit peu spéciale, un petit peu structurée différemment que d'habitude. C'est la 101e, pourquoi pas. Nous nous retrouvons donc pour ce plateau, histoire de fermer cette soirée. Un petit plateau avec notre invité Claude Fischler. Je rappelle que Claude Fischler est rentré des États-Unis aujourd'hui, donc c'est une très très longue journée aujourd'hui. Merci beaucoup de vous prêter à ce jeu du rendez-vous du futur. On voulait terminer en rebondissant un petit peu sur ce qui s'est dit avant, bien sûr, mais aussi en prolongeant ce que je sais que Niels, je commence à bien le connaître, et je le sais un petit peu frustré. Et ces frustrations, il les passe en aigreur après sur moi. Donc je souhaite que Niels, tu puisses quand même réussir à poser quelques autres questions que tu avais notées, et puis nous finirons tranquillement cette soirée comme ça. Alors 2-3 questions déjà pour rebondir sur ce qui a été dit. J'avais une question. Est-ce que vous mangez des insectes? J'en ai mangé. Vous avez mangé. Comment vous voyez ça J'en ai mangé au Mexique, des gusanos, qui sont des espèces de gros vers qui vivent dans les racines des grands cactus, dans un restaurant où on peut manger tous les jours des gusanos sur sa tortilla avec de l'avocat. Ils sont vivants ou... Non, ils sont frits. Ils sont un peu intimidants, en effet, au premier abord, parce qu'ils sont gros, joufflus, comme ça, comme un doigt, vous voyez. Et puis finalement, on croque là-dedans. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. C'est frit, bon, ça va. Et puis une autre fois, dans une... Alors ça, c'est un peu rétrospectivement, c'est un peu amusant, parce que c'est un restaurant qui a été classé pendant plusieurs années numéro 1 par vous savez, le fameux
classement des 50 meilleurs restaurants du monde qui est fait par une revue anglaise qui s'appelle Restaurant Magazine ou un truc comme ça, qui est très contesté d'ailleurs par beaucoup, peut-être parce que les Français, comme par hasard, n'arrivent pas vraiment en tête. Mais enfin, toujours est-il que là, c'était Noma à Copenhague, et Noma à Copenhague, c'est un grand cuisinier, René Redzepi, bon. Mais parmi toute la succession de plats qui nous avait été servis, il y avait un petit bol avec une sauce, si vous voulez, enfin ce qu'on appelle un dip, pour tremper quelque chose dedans, à base d'oseille. Donc c'est acide, l'oseille, et on trempait une carotte séchée dans l'oseille, et on nous disait qu'il y avait deux forme d'acidité dans ce plat. Il y avait celle de l'oseille et il y avait l'acide formique sous forme de petites fourmis des bois noirs qui se baladaient à la surface du truc. Alors on a goûté ça. Enfin, j'ai goûté ça parce que mon collègue, qui était mon ami, qui était là, n'a pas donné suite. Bon. Il n'a pas fait l'hôte parfait qui accepte... Non, exact, oui. Non, mais enfin, il n'était pas l'hôte, on partageait l'addition. Ça lui allait bien. Ouais. Et pour rester il ne se sentait pas engagé. Et pour rester toujours dans ce qu'on a entendu, est-ce que vous allez jeter votre frigo? Qu'est-ce que vous pensez de cette... Non, parce que moi, il m'est jamais venu à l'esprit de mettre mes pommes au frigo. Ni les tomates, d'ailleurs, surtout pas. Surtout pas les tomates, oui. Là, donc, et puis, je me souviens très très bien que quand j'étais tout petit, on n'avait pas de frigo, on avait un garde-manger, mais il y avait tous les jours un monsieur qui venait avec un grand pain de glace sur l'épaule et qui nous donnait le pain de glace. Alors, je trouve que c'est plus pratique avec le frigo. On peut peut-être revenir au pain de glace. Et alors pour revenir sur un de vos grands thèmes de prédilection, les commensaux, commensales, ça. Il y a des convives avec qui on mange tous les jours dont vous ne nous avez pas parlé. C'est les 12 000 milliards de bactéries qui peuplent notre estomac. Le microbiote intestinal. Il n'y a pas que l'intestin et le tube digestif. Maintenant, on étudie le microbiote humain tout entier. Il y en a partout. Il y en a dans la bouche, il y en a dans le nez, il y en a dans les oreilles, il y en a sur la peau, il y en a partout. Et on s'aperçoit maintenant que c'est un organe, en fait. Il y en a même qui pensent que, finalement, c'est peut-être ces bestioles-là qui nous gouvernent. C'est-à-dire que, par exemple, le stress pourrait être généré qu'on ressent dans l'estomac, par exemple, pourrait être généré par ces bestioles qui, elles-mêmes, ressentant le fait qu'on pourrait avoir un problème, créent le stress pour justement survivre en nous imposant de réagir. Mais il n'y a pas que les petites bêtes dans l'estomac, il y a une autre découverte récente et très importante qui est le cerveau intestinal. Le deuxième cerveau, c'était ma deuxième question. Voilà. Ah bon, alors j'anticipe sur le deuxième. Non, mais voilà, mais moi je trouve ça absolument passionnant. Entre le deuxième cerveau... on parle, sur le deuxième cerveau. Le deuxième cerveau, on trouve que notre tube digestif est en fait l'équivalent en volume, en nombre de neurones du cerveau d'un chien. Et que donc il y a des capteurs, il y a des récepteurs, il y a tout ce que vous voulez, il y a des neurones qui communiquent. Et alors donc on commence beaucoup mieux à comprendre pourquoi la veille d'un examen on commence à avoir des petits troubles digestifs. Là, ça s'explique. Alors entre le microbiote et le cerveau intestinal, ça remet en cause absolument radicalement notre vision du corps, de la nourriture et de tout ça, parce que d'une part, comme vous l'avez dit, le microbiote ou le microbiome, parce qu'on peut étudier soit les bestioles elles-mêmes, soit les gènes de toutes ces bestioles, parce qu'on n'arrive pas à identifier toutes les espèces de bactéries. Il y en a plein dans ces milliards qu'on ne connaît pas. Et donc, ce qu'on découvre, c'est qu'on a un écosystème intérieur et que la relation entre un écosystème intérieur et l'écosystème extérieur, c'est quelque chose qu'il s'agit d'explorer et de comprendre et que c'est absolument décisif. Joël de Rodet, d'ailleurs, était venu nous parler ici des progrès d'une science assez récente qui est l'épigénétique, qui montre comment, justement, toutes nos interactions de ces écosystèmes intérieurs avec le monde extérieur peut faire muter l'expression des gènes. Et c'est là aussi, c'est très récent dans la science. Absolument. Je ne sais pas si Joël serait d'accord avec ça, mais moi j'ai l'impression que depuis qu'on parle de l'épigénèse, c'est un peu comme s'il fallait mettre un peu de la marque dans notre Darwin. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'hérédité des caractères acquis dans notre évolution par sélection naturelle. Et donc ça, c'est vraiment une complexification, une remise en cause, en tout cas partielle, de ce qu'on pensait jusqu'à présent.
Et effectivement, grâce à vous, donc, j'ai découvert que dans le tube digestif, il y avait 200 millions de neurones, ce fameux deuxième cerveau, et qu'en fait, il serait autonome avant le vrai cerveau, puisqu'en fait, c'est celui qui va gérer comment dire, tout le système digestif, et donc le fait qu'on peut digérer, et c'est la première phase d'autonomie en fait. Oh, là, je sors de mon domaine, si vous voulez. Je ne suis pas biologiste, mais je lis avec passion tout ce qui sort là-dessus. On organise des réunions, on essaye de voir un peu tout ça. Moi, ce qui me fascine, c'est que, par exemple, si vous voulez, je trouve l'explication de certaines expériences personnelles. Par exemple, il y a des capteurs, il y a des récepteurs du goût dans le tube digestif, et pas seulement dans la bouche. Et apparemment, cette sensation d'incomplétude, d'insatisfaction, d'être trompé que j'éprouvais quand on me faisait boire des sodas avec des édulcorants de synthèse, vous savez, il y a l'impression que oui, on sent une saveur qui ressemble à la saveur sucrée, mais en même temps, il y a une espèce de manque, de vide, de creux. On disait les fantômes du sucre, etc. Ben voilà, c'est qu'on ne trompe pas les récepteurs, et à l'intérieur, là, il n'y a pas la récompense. On peut tromper le premier cerveau, mais le deuxième cerveau, c'est beaucoup plus compliqué. Je sais pas si avant d'arriver au grand, au vrai, il y a quelque chose qui colle pas. Voilà. Alors justement, on n'a pas tellement abordé, enfin vous venez de le faire, la question des saveurs, les 5 saveurs qui permettent d'apprécier les aliments, mais en fait il y a une infinité d'arômes, hein, donc les odeurs qu'on ressent, qui permettent donc, par exemple pour le saumon fumé, il y aurait plus d'1 millier d'arômes différents, Et alors il y a là encore une science, je ne sais pas si on peut dire comme ça, qui est l'olfactométrie, qui permet de dissocier les molécules présentes dans un arôme pour créer des nouveaux arômes. Il y a notamment une équipe au CNRS qui a créé Amadeus. Alors je lis parce que c'est croustillant justement. Amadeus, c'est quoi? C'est un simulateur de mastication qui permet de synthétiser les mélanges chimiques qui s'opèrent pendant la mastication. Alors par exemple, on découvre que telle molécule va générer plus de salé si on la mélange avec telle autre molécule. Vous suivez un peu ces choses-là? Enfin, de l'extérieur comme ça, mais j'en apprends grâce à vous ce soir, et je pense qu'il y a là des pistes formidables de futurs invités. Et moi, il y en a un que je voudrais vous recommander, qui est Charles Zucker, qui est à Columbia, et qui est l'homme qui justement a maintenant montré la connectique, si j'ose dire, entre les bourgeons du goût, les papilles, et les zones du cerveau qui sont activées, parce qu'en utilisant des techniques de biologie moléculaire très astucieuse, vraiment spectaculaire, il arrive à montrer, à faire s'allumer des neurones dans le cerveau, et on voit ce qui se passe au niveau du comportement, par exemple que le sucré déclenche des comportements. Donc on dit toujours que le sucre est addictif. Lui, il dit bah non, c'est absurde, il n'y a pas besoin du mécanisme de l'addiction parce qu'on est né comme ça. Alors on peut apprendre après à ne pas aimer le sucre ou à l'éviter, mais ce qui est clair, c'est qu'en arrivant au monde, le nouveau-né, il a cette appétence pour le sucre, et que quand il a le contact avec la saveur sucrée, bah, il tète. Alors je donne pour Amadeus que j'ai cité, je vais donner la description exacte telle que le CNRS la donne. C'est un masticateur automatisé pour des déstructurations complexes et une compréhension approfondie des stimuli. C'est de la poésie. Oui, c'est un peu de la poésie. Puis on peut dire aussi qu'on ne s'entend pas manger, par exemple, parce qu'il y a la participation de l'audition quand vous mangez, dans la mastication, dans la texture, dans le croquant, etc. C'est-à-dire que manger, c'est un acte qui met en jeu tout l'éventail des sens disponibles, et puis des facultés cognitives aussi, d'ailleurs. Un aliment, on dit que c'est une couleur, une matière. Enfin, j'ai plus d'ailleurs les différentes. Mais on voit qu'il y a des designers aujourd'hui qui commencent à rentrer dans l'alimentation. Les cuisiniers travaillent avec des designers d'aliments. Enfin, ça devient pluridisciplinaire en fait de plus en plus la nourriture. Les designers, il y en a déjà pas mal qui, depuis pas mal de temps, qui inventent des formes pour l'alimentaire, des formes ou d'autres caractéristiques morphologiques. On sent bien qu'il faudrait qu'on crée, Niels, les rendez-vous de l'alimentation, ou les rendez-vous de la convivialité, ou les rendez-vous de la commensalité. Mais bref, on vous l'avait dit, hein, on ouvre des fenêtres, et puis ça nous emmène sur d'autres terrains. D'ailleurs, en parlant de rendez-vous de l'alimentation, les états généraux de l'alimentation, vous avez quel regard sur tout ce processus de rencontre, de dialogue,
D'abord, en 2000, déjà sous Jospin, il y avait eu des états généraux de l'alimentation auxquels on avait participé avec certains collègues, où on avait fait parler des Français dans toutes les régions. On avait organisé des tables rondes. C'était des vrais états généraux. Et là, il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de mémoire au niveau étatique sur un certain nombre d'opérations qui ont été réalisées comme ça, qui étaient un peu plus que des opérations de communication. Et là, on recommence ces états généraux, enfin, on fait de nouveaux états généraux de l'alimentation, mais cette fois-ci en mobilisant moins les consommateurs, sinon leurs représentants, oui, mais pas les consommateurs lambda à travers le pays, et disons ce qu'on appelle à Bruxelles les stakeholders, qui ne sont pas des teneurs de steak, mais qui sont simplement, comme on dit en français, ceux qui ont des enjeux, qui détiennent les porteurs d'intérêt. Voilà, alors les acteurs, si vous voulez. Bon, alors les industriels, les agriculteurs, etc. Tous les gens qui sont impliqués là-dedans. Alors on ne sait pas trop pour l'instant ce que ça donne. Personnellement, j'ai pas été impliqué, en tout cas pas de près, dans les ateliers, mais en tout cas ça carbure, ça bouge. On a de temps en temps une lettre d'information, des choses comme ça. Dans un premier temps, c'était plus sur l'agriculture que sur l'alimentation proprement dite, puisqu'il s'agissait de réfléchir sur les revenus des agriculteurs. Et il y a différents ateliers qui, je suis sûr qu'on aura je suis sûr que nous aurons des retours sur ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, ce qui s'est décidé. Oui, c'est un processus long. Apparemment, c'est un processus de concertation, de dialogue, on verra quelle suite ce processus aura. Nils, tu avais un coup de cœur, je crois, pour cette fin d'émission. Non, peut-être Claude Fischler, si vous avez un coup de cœur, c'est le moment d'y... Disons, on va piquer cette petite habitude au first, puisqu'elle est pas mal. Je voulais dire deux choses. D'une part, que j'ai préparé cette émission avec le passionnant Omnivore de Claude Fischler. Merci beaucoup. Merci, et donc, merci. c'est aux éditions Odile Jacob, je le rappelle. Et puis également avec une revue qui vient de sortir, ça tombait fort bien, qui est la revue 303 sur le thème Manger. Et c'est une revue qui est éditée, enfin qui est réalisée par les Pays de la Loire, la région des Pays de la Loire. Et puis je voulais faire une petite annonce qui est que l'artiste interdisciplinaire Pat Badani, qui est une artiste argentine qui se dit intermédia, dans le champ de l'intermédia, et qu'on avait donc présenté lors de ISEA 2000, vient de créer une grande installation qui s'appelle Comestible, et qui est une œuvre qui interroge les liens, ça va vous plaire, entre nourriture, culture, politique, biodiversité, donc une approche systémique, voilà, par une artiste intermédia. Claude Fischler, un coup de cœur, Voilà ce que je craignais. Un livre qui vous tient en ce moment particulièrement. Ça peut ne rien avoir avec le thème, bien sûr. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur, c'est une constatation, c'est que quand on a jet-lagué, on mange plus. En tout cas, dans mon cas, j'arrête pas de bouffer, c'est toujours comme ça. Eh ben, c'est un coup de cœur pour un constat. Moi, j'ai un coup de cœur pour une super exposition, l'exposition Miam à la Maison éco-citoyenne à Bordeaux. Il faut y aller parce qu'elle va durer 8-9 mois, je crois que c'est jusqu'à mois d'août prochain. Et parce qu'il y a toute une mise en scène, un chemin pour nous faire prendre conscience que c'est plutôt pas mal de se réapproprier un petit peu ce qu'il y a dans notre assiette, mais aussi on en parlait je crois hors antenne avec Claude Fischler, mais de se souvenir aussi de la saisonnalité, de se souvenir que pour garder le goût de la tomate, faut éviter de le mettre au frigo, de se souvenir de choses pleines de bon sens au final. Oui, parce qu'à force de parler de la santé dans l'assiette, on en oublie la dimension absolument fondamentale de la qualité, du plaisir. Et je veux bien qu'on recherche sans cesse la santé maximale, la forme, enfin tout ce que vous voulez, mais la pureté morale, parce que ça va même au-delà de la santé. Mais bon, la simple qualité d'un produit, d'une tomate à la saison, ou d'une huile d'olive qui va aller avec, ou du gros sel que vous allez mettre dessus, tout ça, c'est quand même c'est ce qui fait l'épaisseur et la jouissance de l'existence. Mais je repose la question, vous avez déjà répondu tout à l'heure, mais est-ce qu'au bout du bout, vous ne pensez pas que c'est quand même la santé qui risque de gagner sur le plaisir ? La santé, moi je pense que, vous savez, biologiquement, le plaisir, il est plutôt au service de la santé.
C'est une bonne réponse, une bonne conclusion. Prochain, sortez vos agendas, hein, comme d'habitude. Le 5 décembre, je vous donne rendez-vous ici même pour la sortie le lancement de la sortie de... on va faire une émission pour le lancement de la sortie de l'événement de la prochaine revue du Cube. Une revue sur le thème, Niels ? De l'émancipation. C'est bien de rire, mais il faut. Hein. L'émancipation, donc c'est le thème le 5 décembre. Et puis on va démarrer, on va poursuivre ce thème de l'alimentation quelque part avec les rendez-vous du futur, puisque le prochain rendez-vous sera en janvier et sera avec Alain Ducasse. Et donc nous partirons pour une autre aventure. L'aventure 2018 risque d'être très intéressante, pertinente, palpitante, et ce sera évidemment ensemble et sur le hashtag RDVF. Bref, à tout de suite sur les réseaux. Merci.